Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. De l'autre côté de la rivière, tout autour de nous, il y a l'Amazonie. C'est 20% de l'oxygène à l'échelle mondiale. C'est la plus grande réserve de biodiversité française, alors que 2022 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde. Nous sommes à Roura. C'est la Guyane, c'est la France et c'est la saison des pluies. Nous allons parler ce soir d'écologie, nous allons parler aussi de toutes les fractures françaises, de votre parti, de vos projets. Je tiens à débuter cette émission en remerciant les équipes de Guyane la Première qui nous ont aidés éditorialement, techniquement à réaliser cette émission et ce qui me permet d'être face à vous ici ce soir. Jean-Luc Mélenchon, l'Amazonie, c'est donc aussi notre affaire à nous, les Français. Oui, c'est pour ça que c'est important que ceux qui nous regardent ce soir le voient de leurs propres yeux. Les trois grandes forêts qui sont sur l'équateur, en gros, sont les trois grands climatiseurs mondiaux. Donc là, nous sommes sur un point clé de la bataille planétaire contre les effets et contre le changement climatique. Comme nous sommes une nation amazonienne, nous avons donc des responsabilités devant l'humanité universelle. Mais une fois qu'on a dit ça, qui est le grand principe à réfléchir, il ne faut pas après qu'on se raconte trop d'histoires sur la façon de faire. J'ai trouvé, vous savez, une manière exotique de voir l'Amazonie comme si c'était une forêt à la libre disposition des imaginations. Non. Ce n'est pas une forêt sans domicile fixe. Il y a 9 pays qui sont là et qui l'administrent. Par conséquent, s'occuper d'Amazonie, c'est traiter de relations internationales. Il y a des habitants aussi. Eh bien voilà, deuxième point, et non le moindre, il y a 34 millions de gens dans l'Amazonie. Et ici, sur le territoire français, nous y avons 300 000 à 400 000 personnes, plus un certain nombre de peuples originaires, comme les Bushinengue ou les populations amérindiennes. Il est donc absolument vain de s'imaginer qu'on va leur dire, écoutez, touchez à rien, il faut sauver la forêt. Donc il faut que ce soit un bien commun de l'humanité, l'Amazonie. On pourrait le considérer comme ça, mais il ne faut pas se raconter d'histoire. Les pays sont attachés à leur souveraineté sur cette forêt. Donc il faut s'entendre. Et il n'y a rien de pire que de proclamer une grande chose et puis ensuite de n'en tenir plus aucun compte. Mais regardez bien, la forêt n'est pas malade d'elle-même. Sa maladie est politique et sociale. C'est ça que je voulais vous dire. Regardez, il y a des gens dedans. Politique et sociale, ça veut dire chaque fois qu'on décide sans demander aux gens ce qu'il y a dedans, ils s'y opposent. Et on le verra dans un instant. On va le voir dans un instant. Ensuite, la forêt est malade des grands trusts financiers qui déboisent pour planter des choses qui ensuite vont servir à nourrir les troupeaux. Et ça, nous y reviendrons au cours de l'émission, si vous le voulez bien. Il y a un sujet sur lequel vous êtes particulièrement attendu ce soir, Jean-Luc Mélenchon, naturellement, c'est la réforme des retraites. Ce sera donc 64 ans avec une accélération de l'augmentation de la durée de cotisation. Est-ce que vous déclarez la guerre sociale? Je ne sais pas dans mes moyens. Je suis un citoyen, mais comme tout le monde, je réagis, j'écoute. Je suis exaspéré de voir ces tentatives permanentes pour duper les gens, les enfumer. Les gens sont braves. Le gouvernement, les gens sont braves, ils se disent si ça ne marche pas, il faut qu'on fasse un effort. Alors on leur fait le coup une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis au bout d'un moment, on finit par se rendre compte que tout ça, c'est de l'enfumage. Non, il n'y a pas de problème de financement du système des retraites. C'est faux. C'est faux. Et d'ailleurs, tous ceux qui font des grands pronostics se trompent continuellement. On nous avait annoncé 10 milliards de déficit pour 2021, il y a 2,7 milliards d'excédent. On nous avait annoncé 10 milliards pour cette année, il y a 3 milliards. Le sujet, c'est de gouverner, c'est prévoir. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, plutôt, oui. C'est le contraire de ce qu'on fait. L'argument du gouvernement, c'est de dire qu'il faut faire cette réforme, pas pour tout de suite, pour l'équilibre tout de suite, mais pour après, voilà. Pour préserver le système de répartition qui sera déficitaire de 21 à 35 milliards en 2035. C'est ça qui se joue là. En disant, si on ne fait pas cette réforme aujourd'hui, on met en péril la solidarité entre les générations. Voilà, ce n'est pas vrai. D'abord, je ne peux que sourire devant les prédictions de gens qui se trompent tout le temps. Parce que si une seule fois ils avaient prévu quelque chose qui s'est réellement passé, on les prendrait au sérieux. Le rapport du corps ? Le rapport du corps, il avait annoncé 10 milliards de déficit cette année. Ça, c'est pas moi qui le raconte, c'est écrit. Et cette année, c'est 3 milliards d'excédent. Donc disons qu'il y a peut-être des instruments qui ne fonctionnent pas très bien. Deuxièmement, au bout de tout ce qu'on aura dit, on va passer à 64 ans. D'accord ? Ça veut donc dire que tout le monde va travailler davantage. Alors, posons-nous la question. Pourquoi devrions-nous travailler davantage ? Il y a, vous savez, un sujet d'enfumage permanent. Avant, il y avait 3 travailleurs pour 1 retraité en 1979. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Donc, la catastrophe s'avance. Mensonge. Un travailleur d'aujourd'hui produit 3 fois plus qu'en 1979. Donc,
ce qu'il faut regarder, si Le on veut problème, être sérieux... le problème, c'est qu'on n'est pas tout seul. Ça ne vous a pas échappé non plus. Le nombre d'heures travaillées par semaine en Oui. Asie du Sud, ça c'est l'OIT qui dit ça, Oui, oui. c'est 49 heures. En Europe de l'Ouest, c'est 37,2 heures. Oui. Si on était tout seul, on pourrait décréter qu'on ne travaille pas. Vous Mais savez on n'est quoi? pas tout seul. Voilà. Bon sang, j'y avais pas pensé. Alors, si vous voulez prendre un exemple, travaillez autant que les Roumains, travaillez autant que ces pays pourquoi ils travaillent plus que nous? Souvent parce qu'ils n'ont pas les machines, ils n'ont pas l'accélération de la productivité qu'on a gagnée. Et puis, si vous voulez égaliser par le bas tout ce qu'on fait, payer les gens avec une biscotte beurrée, ça sera pas cher. Ce n'est pas sérieux de traiter comme ça. Le pays a diminué, la tendance historique, l'histoire longue, c'est la diminution par 2 du temps de travail pendant tout le siècle qui vient de s'écouler. Et pendant ce temps, on a augmenté, on a multiplié par 50 la production de la richesse. Là, un travailleur d'aujourd'hui produit 3 fois plus qu'il y a 30 ans. Donc ça suffit. Donc Ce la n'est solution pas- pour rester compétitif, ça n'est pas de travailler plus, c'est ce Non. que vous dites. Non. C'est quoi? Eh bien, c'est de pouvoir travailler tous, pour pouvoir tous cotiser. C'est de travailler mieux, pour avoir des produits de meilleure qualité. Donc, il ne faut pas abrutir les gens au travail. Et puis surtout, par-dessus tout, il faut savoir partager. Parce que la clé du partage, le gâteau s'est considérablement élargi, mais la clé n'a pas changé. Les uns prennent tout et les autres le reste. Et aujourd'hui encore, à l'heure à laquelle nous parlons, nous apprenons que des bénéfices gigantesques, jamais vus dans toute l'histoire de France, vont dans les poches de quelques-uns, tandis que tous les autres sont là à tirer la langue, à se demander pourquoi ils doivent travailler 2 ans de plus. Donc on ne regarde pas non plus ce qui se passe en Allemagne, en Belgique, on est à 65 ans, en Espagne, Danemark, où on est à 67 mais c'est pas ans. c'est pas une façon de raisonner, ça. Nous avons inventé des choses qui marchent très bien. Par exemple, le système par répartition, c'est pas dans tous les pays, il n'y en a pas aux États-Unis. Faisons comme les États-Unis, supprimons le système. Non, c'est pour le préserver qu'il faut faire la réforme, c'est ce que dit le gouvernement. Là, vous venez de prononcer la parole décisive. C'est donc pour préserver le système par répartition que le gouvernement fait ça. Mais alors, pourquoi a-t-il essayé d'abolir ce système par répartition? Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 ans, j'étais à l'époque parlementaire et on nous accusait de tout parce qu'on avait ralenti la discussion. Pour finir, ils y ont renoncé, les revoilà qui reviennent par la fenêtre, dire il faut travailler plus longtemps. Je vais vous dire ce qu'ils font. Dans ce domaine, comme ils l'ont fait pour l'école, comme ils l'ont fait pour la santé, ils saccagent tout pour que ça devienne un marché. Si vous n'êtes pas content de votre Parcoursup parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, vous allez à l'école privée et vous vous endettez. Si vous n'êtes pas content de l'hôpital, vous allez à la clinique privée, etc. Et donc, non, mais attendez, c'est ça le cœur du sujet. Et donc là, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y a 330 milliards tous les ans qui sont mis en circulation entre nous, les gens qui cotisons et ceux qui sont à la retraite. Et ces 350 milliards, comment les transformer en fonds de pension? C'est ça leur objectif. C'est ce qu'ils ont essayé de faire l'année dernière, et ils reviennent cette fois-ci avec la proposition. Pourquoi? Parce que vous qui avez quelques moyens, moi, bon, je suis déjà à la retraite, c'est plus le sujet, mais vous, on y reviendra aussi. Si vous n'avez pas, vous n'êtes pas satisfaite de ce qui va venir au moment où vous prendrez la retraite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un plan épargne retraite. Alors le plan épargne retraite, qui c'est qui le paye? Mais qui le paye? Les contribuables, parce que tout ce que vous allez mettre dans votre plan épargne retraite va être retiré de vos impôts. Et ensuite, vous aurez des magots comme ça qui vont se constituer. Quand vous entendez, alors j'entends le premier argument qui consiste à dire c'est de l'enfumage, il n'y a pas d'urgence en termes de finances publiques à faire cette réforme. Aucune. Surtout venant de gens qui présentent un budget en déficit de 20% et qui viennent pleurer parce qu'il manque 3% sur le budget total de la retraite. C'est une mauvaise plaisanterie. La dette publique arrive à peu près à 3 000 milliards d'euros. Les taux, vous le savez, remontent. La France va devoir lever cette année sur les marchés 270 milliards. Vous savez naturellement combien ça fait, un point de plus de hausse des taux sur la dette publique. C'est 40 milliards d'euros. Cette donnée-là, comment est-ce que vous arrivez à vous en extraire? Le FMI, par exemple, a fait la leçon à la France récemment en disant qu'il fallait en fait une consolidation budgétaire en 2023. Mais le FMI a aussi un bilan, Madame Roux. Si j'étais un perdreau de l'année, si j'étais quelqu'un qui arrivait, mais moi j'ai vu tout ça, j'ai déjà entendu 50 fois le FMI. Le FMI remontait les bretelles de la France? Le FMI a remonté les bretelles à tout le monde et tous ceux qui l'ont écouté ont plongé dans le chaos, Madame Roux. Le FMI a ruiné successivement le Mexique, la Russie, l'Argentine. Le FMI est une organisation qui n'a aucun résultat positif à mettre à son actif. Alors maintenant, vous me parlez de la dette. Mais parfait, parlons-en. Sur la hausse des taux, et comment est-ce qu'on s'extrait, au fond, d'une logique que vous contestez sans doute, qui est la logique des marchés?
On a vu en Grande-Bretagne que quand à un moment donné les marchés s'agacent, on l'a vu avec Liz Truss, c'est compliqué. Comment est-ce que vous vous extrayez de cette logique financière? Il vaut mieux, parce que si on ne s'en extrait pas, on est mort. Comment vous faites? Alors, attendez, commençons. Déjà, on pourrait mettre le budget en équilibre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait depuis 1974 qu'on n'y arrive pas. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans la méthode qui ne va pas? Puisque depuis 1974, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait depuis cette période? On baisse les impôts sur les entreprises. Le déficit de cette année correspond pile poil à la somme des déductions d'impôts qui ont été faites par le gouvernement Hollande et par le gouvernement de M. Macron. C'est-à-dire aux alentours de 150 à 160 milliards. Ce sont des déductions d'impôts qui n'ont été compensées par rien, pas un emploi. Tout s'est transformé en dividendes. Donc on augmente les impôts. Vous voyez comme vous parlez mal? J'ai pas dit les impôts, j'ai dit les impôts des sociétés. sur les dividendes. D'accord. Et ça, il y a des sous, beaucoup d'argent. Et alors, on peut dire, c'est normal, qu'ils profitent un peu. Parfait, que tout le monde profite un peu. Mais quand on est tous dans la mouise, il faut que tout le monde fasse un effort. Pas seulement toujours les mêmes et les autres qui ne font rien. Cette année, pour les salariés moyens, c'est 10% de salaire en moins. Parce que l'inflation, c'est ça qu'on vous prend sur votre paye quand vous allez au magasin. Oui, on va y venir, mais je l'aurais déjà dit. Et puis, deuxièmement, Et puis, voilà ce que c'est pour le travailleur moyen. Plus l'annonce qu'il va falloir travailler plus longtemps dans la vie. Mais pour les autres, c'est 80 milliards. Ils ne mettent pas un rond d'investissement. Regardez les chiffres. Où ont-ils mis tout cet argent? Ils ont acheté des machines, ils ont développé, ils ont rajouté du temps libre. Non, tout pour eux. Et tout ça part dans la vie financière. Vous caricaturez pas en mettant toutes Non. les entreprises dans le même sac. Je mets toutes les grandes entreprises dans le même sac. Mais je ne fais pas la... Pour moi, alors je vous remercie de me permettre de le faire, ce n'est pas pareil pour moi, la petite entreprise et la très grande. Et j'en ai par-dessus la tête de voir que les très gros se cachent dans les très petits. C'est vrai dans les entreprises, c'est vrai dans la paysannerie, c'est vrai dans tous les métiers, on vous pousse devant. Ceux qui vont le plus mal et les autres, pendant ce temps, sont bien cachés derrière. L'argument financier, vous y êtes arrêté. Oui. Venons sur le contenu de cette réforme avec certaines pardon, Madame mesures. Roux, mais ça, c'est le boulot qu'on va faire maintenant. Oui. On va faire partout des réunions pour expliquer comment on l'a fait pour le traité constitutionnel. On va reparler du mouvement social dans quelques jours. Mais d'abord sur les mesures d'accompagnement. Dans cette réforme, il y a aussi des mesures sociales. C'est 6 milliards. Vous les connaissez, vous les avez vues, j'en égrène quelques-unes. Le dispositif carrière longue, pour permettre à ceux qui ont commencé à travailler entre 18 et 20 ans de partir à 62 ans. Les femmes, les hommes en situation d'invalidité qui pourront réclamer un taux plein à 62 ans. Ça fait 100 000 personnes par an. C'est 3 milliards. Une dernière, vous la connaissez, 85% du SMIC pour les petites pensions, 100 € brut en moyenne pour 2 millions de retraités. Ces compensations sociales, là, est-ce qu'il n'y a rien à garder là-dedans? Mais madame, c'est de l'enfumage. Encore? Mais bien sûr, je vous fais la démonstration. Allez-y. J'aurais préféré qu'on évite d'entrer trop dans les détails techniques, mais j'y suis disposé, je vous l'avais dit. Il y a des vies derrière. Oui. Elle a annoncé... Oui, mais c'est bien de ça dont je veux parler maintenant. Oui. D'accord? Mais je vais d'abord commencer quand on parle de détails techniques... Non, madame, s'il vous plaît. Nous allons parler de la vie des gens dans un instant, c'est mon tour de dire dans un instant. Mais on commence d'abord par le baratin. Dire qu'on va donner 85% du SMIC. Aux gens, il faut préciser, qui ont une carrière complète. On parle de 2 millions de personnes. Seulement un tiers a une carrière complète. Et maintenant, je vais vous dire le pompon, le bouquet. Je n'aurais pris que cet exemple. Les autres, vous vous en débrouillerez. Que cet exemple. Figurez-vous que cette disposition est dans la loi depuis 2003. Et elle devait s'appliquer en 2008. Depuis 2008, qui a été au pouvoir non-stop? Monsieur Macron, pour une grande part, qui a été d'abord secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis ministre de l'économie pendant 2 ans, puis président de la République pendant 5 ans, et maintenant 1 an. Par conséquent, c'est de l'enfumage. J'ajoute que, alors ça ne fera pas 2 millions de personnes, mais seulement un tiers d'entre elles, et ensuite ça ne fera pas 1200, puisque dessus, il y a les ponctions qui doivent être faites sociales. Alors si vous voulez, il y a une manière de présenter les choses qui est inacceptable. Vous avez pris un autre exemple technique. Allez-y. On ne peut pas me coller. Entre 16 ans, on dit aujourd'hui, ceux qui ont travaillé, allez-y, pourront partir à 60 ans. Oui. Faux. C'est seulement pour ceux qui ont commencé à travailler entre 16 et 18 ans qu'ils pourront aller partir à 60 ans. C'est-à-dire exactement la situation actuelle. Mais pour tous les autres, direction 62 ans, 2 ans ferme. Voilà. Donc, il faut... C'est ça que je c'est ça que vous allez combattre dans les semaines qui viennent. Mais bien sûr, c'est cette façon de duper les gens en leur disant « T'es content, Coco, on t'a donné un petit quelque chose ?» Alors on dit « Ah bah d'abord c'est tellement compliqué le temps qu'on arrive à comprendre. » J'aime pas qu'on se moque des braves et des pauvres gens. Et maintenant, je vais vous dire autre chose. Combien coûte le malheur? Parce que les gens qui ne partiront pas
à 62 ans, mais à 63 ou à 64, ou qui ne partiront pas à 60 ans, comme nous sommes un certain nombre à le proposer. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est du bonheur que vous retirez de la société. Quel genre de bonheur? Le temps utile socialement, c'est pas seulement le temps contraint par le travail. Le temps libre, c'est pas un temps où on fait rien. D'ailleurs, si on veut rien faire, on fait rien. Mais 50% des présidents d'associations sont des personnes retraitées. 40% des maires des petites communes sont des gens retraités. Quand vous êtes grands-parents, vous vous occupez de vos petits-enfants. Il y a des jours où ça vous agace un peu, mais le fait qu'il y ait une vie de famille, qu'il y ait une cohérence intergénérationnelle, c'est possible comme ça. Et celui qui a son conjoint qui est malade et s'en occupe, pardon, mais qui va payer tout ça? Puisqu'il n'y a que les chiffres qui intéressent les gens et les économistes. Et le rapport des Français au travail a changé. Il s'est un peu inversé sur le rapport qu'ils ont au travail. La majeure partie des Français aujourd'hui préfèrent gagner moins et avoir davantage de temps libre. C'était inverse il y a une quinzaine d'années. Est-ce que ça veut dire que le sens de l'histoire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, travailler moins longtemps? Le sens de l'histoire, c'est qu'on a diminué le temps de travail et que c'est bien. Je ne crois pas que les gens soient moins déterminés par leur travail, mais il y a travail et travail. Pour vous, pour moi, nous avons des tâches plutôt intellectuelles. Notre corps n'est pas usé comme ceux qui usent leur corps. Et puis, il y a aussi pour les gens qui ont un certain niveau de formation, l'envie de faire bien et proprement ce qu'on fait. C'est-à-dire pas tout le temps courir, pas tout le temps être branché. Vous avez connu la génération qui se targuait, qui était toute fière de rentrer à la maison avec l'ordinateur sous le bras et de travailler le soir et de travailler le week-end. Ça, c'est fini ? Ouais, ils ont compris qu'ils se sont fait avoir. Parce qu'ils ont allongé gratuitement leur temps de travail pour rien. Et à la fin, ils se sont usés. Souvent, ils ont détruit leur vie de famille. Et toutes ces choses-là, tout le monde en a ras-le-bol. Et pas seulement ça, mal faire ce qu'on fait. Est-ce que vous sentez que chaque personne qui fait un travail aime bien le faire? Et j'ajoute, vous avez vu ce qui s'est passé avec les jeunes gens d'agro? C'est une école supérieure, c'est incroyable, hein, c'est les gamins. Si vous voulez donner du sens à leur engagement. Alors ils disent, on est très contents d'avoir ce diplôme, on remercie nos parents et tous ceux qui ont payé, mais on veut vous dire, votre agriculture, on la fera pas. C'est eux qui ont raison. Et c'est vrai pour les jeunes ingénieurs. C'est-à-dire qu'en toute chose, il y a une demande maintenant de sens. Les gens ont assez d'être des appendices de la machine ou de l'argent. Comment, Jean-Luc Mélenchon, comptez-vous vous opposer à cette réforme? Elisabeth Borne vous appelle ce matin, elle appelle les forces syndicales, mais j'imagine aussi les forces politiques, à ne pas pénaliser les Français, alors qu'une journée d'action est prévue le 19 janvier, avec une mobilisation et des grèves annoncées à la SNCF, à la RATP, entre autres. Oui, elle manque pas de souffle. Hein. Elle va coller 2 ans de travail de plus aux gens et elle demande de ne pas perturber la vie des gens. Parce que vous pensez que les Français veulent le désordre? C'est pas le désordre, c'est l'ordre, là. Quand on s'exprime sur un sujet qui est d'intérêt général, qu'on s'engage comme citoyenne, parce que qu'est-ce que vous croyez? Que les gens qui font grève font ça par plaisir? Non. Vous oubliez qu'ils perdent une journée de travail. C'est les grèves et les blocages dont elle parle sans doute. Sans doute, oui, parce qu'elle n'aime pas ça. Il paraît qu'elle est de gauche. Moi, j'ai jamais compris en quoi elle était de gauche, cette femme. Mais en attendant, la démocratie sociale, ça a toujours existé. Puis dites donc, c'est tous les syndicats, cette fois-ci. Si c'en était les uns plutôt que les autres, on pourrait jouer la petite musique habituelle. Mais là, ils sont tous d'accord, tous unis pour dire ça ne peut plus durer. Y compris parmi ceux qui, d'habitude, discutent plus facilement que d'autres. Même ceux-là en ont marre. Tout le monde en a marre de cette vie, de cet avenir qu'on nous projette. Parfois, quand on en a marre, on penche vers la colère, vers la mobilisation, l'engagement, et puis parfois on penche vers la résignation, l'individualisme. C'est vrai. Qu'est-ce qui va se passer le 19 et les jours qui viennent? Comment est-ce que vous voyez les choses? Eh bien, le gouvernement va faire tout ce qu'il peut pour écœurer les gens, pour leur dire de se calmer, de ne rien dire, de ne rien faire. Et puis nous allons faire tout ce que nous pouvons pour motiver, pour mettre en mouvement. Je pense que l'unité syndicale est un formidable point d'appui. C'est la première fois qu'on a ça depuis, je ne sais pas combien, peut-être 15 ans ou quelque chose comme ça. Donc c'est un formidable point d'appui et je crois que ça va être écouté. Parce que les syndicats jouent un rôle clé dans cette affaire. Oui. C'est eux qui construisent un rapport de force qui va coûter cher. Parce que vous avez dit une marche organisée le 21, elle est maintenue, cette marche? Il n'y a pas de concurrence entre vous? Bah non, c'est absurde, pourquoi il y en aurait une? D'ailleurs, c'est pas ma marche, c'est la marche de 10 organisations de jeunesse. Alors nous, les Insoumis, c'est connu. On a dit depuis le début, il faut agir, il faut agir, il faut rien laisser passer. On avait été un peu dépités de ce qui s'était passé pendant le mois d'octobre et de novembre de l'année passée, avec des journées d'action par-ci par-là qui ne menaient à rien du tout contre la vie chère. Là, nous avons tous les syndicats, ils appellent à une grève générale, il y aura des grèves reconductibles dans certaines professions. Ne me dites pas que c'est une surprise. Tout le monde savait que les syndicats n'acceptaient pas. C'est pas une surprise pour vous non plus de savoir qu'Emmanuel Macron veut faire cette réforme. Il l'a dit pendant la campagne présidentielle. Alors, vous n'avez pas tort.
Il l'a dit, et moi, j'ai passé mon temps à le répéter sur tous les tons partout. Mais on a eu une campagne présidentielle qui était absolument incroyable. On ne pouvait parler de rien. Moi-même, d'ailleurs, j'ai échoué à faire parler de l'eau, qui était un grand sujet. Le président ne voulait débattre avec personne. On a eu un deuxième tour complètement pipeau, parce que, bon, une table ou une chaise serait élue en face de Madame Le Pen. Voilà, parce que c'est comme ça, aujourd'hui, hein, que se présentent les choses. Si bien qu'on a pu parler de rien. Alors, c'était dans son programme. Mais la République prévoit évidemment qu'il vaut mieux appliquer le programme pour lequel on est élu, mais elle prévoit aussi qu'il n'y a pas de mandat impératif. Et il y a une démocratie sociale. Elle existe aussi. La démocratie, c'est pas juste je vote une fois tous les 5 ans, et le reste du temps, je reste à la maison, je ferme ma bouche et je suis docile. En plus, ça n'est pas le tempérament des Français. Et après tout, va-t-on s'en plaindre d'être une grande nation, active, un peu bouillonnante? Et il y aura aussi une bataille à l'Assemblée ou pas? Mathilde Panot a dit qu'il y aurait 1000 amendements par parlementaire. Ça fait 75 000 amendements. Oui, et ben, ça va permettre à des journalistes de dire, comme la dernière fois, qu'on en a déposé 700 000, ce qui n'était pas vrai. Oui, nous allons mener la bataille, je pense, la bataille parlementaire. Parce que notre système de fonctionnement est un système fédératif. C'est-à-dire le groupe décide pour lui-même et tout seul. Il élit ses dirigeants, etc. Le mouvement décide pour lui-même et tout seul. Et on s'arrange pour que tout ça... Ouais. Alors, moi, je n'ai pas à me prononcer sur ce que va faire ou non le Mais groupe. c'est constructif ou pas? Oui, parce que c'est du temps. Alors d'abord, il faut que vous sachiez une chose, si on fait l'information de ceux qui nous écoutent, le projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale, c'est un exercice qui a sa règle. Hein, c'est des règles particulières. C'est une espèce de 49.3 déguisé qui est là parce que le débat ne peut pas durer plus d'un certain temps. Alors au total, ça fait 50 jours. Si ça dépasse les 50 jours, l'aller-retour avec le Sénat, le gouvernement décidera tout seul et par ordonnance. Par conséquent, nous, notre intérêt, c'est que ça dure 50 jours, de manière à ce que le maximum de gens arrivent à comprendre de quoi ils sont menacés. Parce que ceux qui croiront le gouvernement ne s'en rendront pas compte, et tout d'un coup, ils se verront dépouillés sans le savoir. Donc nous allons faire une énorme campagne. Déjà, nous, on a fait déjà plus de 30 meetings, on en a encore je ne sais combien. Vous savez, on est capable, en 2005, on a montré qu'on était capable de renverser une tendance. Et vous dites que vous êtes capable de bloquer cette réforme ce soir? Ah ben oui, on l'a bien réussi la dernière fois. Allez, on parle de la santé. On se rappelle qu'il y avait une réforme des retraites de M. Macron. Nous l'avons bloquée. Donc c'est possible. Il n'y a rien là-dedans de choquant. C'est la vie démocratique. On parlait de l'argent public tout à l'heure. Ça sert aussi à financer les services publics. On a vu ces dernières semaines la crise du secteur de la santé. Un jour de crise sans fin, a dit le président de la République, et des Français qui ont de plus en plus de mal à se faire soigner dans les déserts médicaux. Ici, forcément, la problématique est encore plus prégnante. Regardez l'histoire de Ali Way. Il a 5 ans. Il se bat contre un cancer, un témoignage recueilli par Jean-Gilles Assard de Guyane-la-Première. Tous les 15 jours, il faut partir à Kourou pour des analyses. Et tous les mois, à Cayenne pour de la chimio ou d'autres traitements. 5 heures, départ pour Cayenne. Un trajet de plus de 2h30. Accueilli par le corps médical, Alioué fait preuve de sérénité. Il est surnommé dans le service le petit courageux. Depuis le mois d'avril, la famille se répartit la tâche pour favoriser les soins d'Alioué. Pour pouvoir venir ici, je prends un jour de congé. Je prends un jour de congé de mon travail. Les familles éloignées n'ont pas le choix, comme le reconnaît le docteur Benjamin Fèvre. C'est toujours mieux d'être proche d'une structure de santé, oui. Après, je dirais que c'est un projet d'essayer de permettre la démographie médicale sur tout le territoire de la Guyane. Naturellement, tout le monde en rêve d'avoir des services de neurologie et de cardiologie accessibles pour éviter cette galère-là. Bien sûr. Et ce pauvre petit qui fait toute cette route, et encore s'il était à Maripasoula, il devrait attendre que l'avion de ligne passe. Il ne passe pas tout le temps, il n'en a pas eu pendant un mois là. Non, on a une situation qui est... les gens font preuve d'un dévouement, d'une patience infinie. À peu près la moitié des gens qui soignent un cancer doivent le faire dans l'Hexagone. Alors imaginez-vous, vous avez votre papa ou votre maman ou votre gamin, il part dans l'Hexagone, il est tout seul. Ça coûte 13 millions par an, ces évacuations. Vous voyez, c'est vous dire qu'on ferait mieux de mettre ici les installations qui sont nécessaires. Mais plus généralement, sur le sujet de la santé, c'est qu'une affaire de moyens. Beaucoup. Là, nous sommes arrivés, le crash est commencé, c'est-à-dire le truc qui s'effondre, ça ne marche pas. Il y a plein de choses qui ne marchent plus. Le métro ne marche pas, les avions ne partent pas à l'heure, les trains non plus. La santé, vous y allez, vous attendez 10 heures aux urgences. Enfin, beaucoup de choses ne fonctionnent plus. Il y a une sorte de carmondisation de l'État sous les coups d'une politique qui enlève. 18 000 lits sous l'époque Macron, fermés. Et ainsi de suite. Et puis des décisions absurdes.
sur le recrutement des personnels de santé. Pendant des années, il y a eu un numerus clausus qui empêchait, on craignait qu'il n'y ait pas assez à faire pour les médecins et qu'ils n'aient pas de clientèle suffisante, les libéraux. C'est une histoire de fou qui a commencé dans les années 70. Donc maintenant, il y a plusieurs mesures d'urgence à prendre. D'abord, il faut réintégrer les personnes qu'on a expulsées du service de santé parce qu'elles ne voulaient pas se vacciner. Alors, on ne peut pas les laisser suspendus jusqu'à la fin de leur jour, d'accord ? Il faut donc prendre une mesure. C'est une Pourquoi ? petite minorité, ça ne changera pas grand-chose. Ça dépend si vous êtes en Guadeloupe ou en Martinique. En Guadeloupe, c'est 600 personnes. Ici, c'est peu de monde, c'est vrai. Nous en sommes à 20. Mais commençons par ça. Ensuite, stabilisons ceux qui sont là. On n'a pas intérêt à ce qu'ils sauvent. Il y en a déjà 180 000 de partis. Donc, tous les précaires d'aujourd'hui, il faut tous les titulariser. Et puis, il faut améliorer les payes pour qu'ils s'en aillent pas. Et ensuite, il faut mettre en route... Jusqu'à combien, tiens ? Ça, c'est pas à moi à dire, c'est les syndicats qui négocient ça avec les directeurs. Non, parce que des hôpitaux. ça a été fait. Il y a eu le Ségur de la santé, il y a eu un effort qui a été fait. Ça marche. Il y a des milliers de gens. C'est pour ça que je vous pose la question. Il faut que les gens soient décemment payés. Pour l'instant, c'est les plus mal payés d'Europe. On peut faire quelques progrès. Mais ça, c'est les syndicats qui doivent discuter ça. Ensuite, la gestion de l'hôpital doit changer. Alors, le président de la République annonce pour la deuxième fois qu'il supprime, c'est un truc barbare, ça s'appelle le paiement à l'acte. Hein. Alors ça vous transforme un hôpital en une machine à produire du soin. Alors d'un côté, il faut des actes qui rapportent, et de l'autre côté, ça porte un nom barbare, la durée moyenne de séjour, il faut la raccourcir le plus tôt possible. Alors hop, vous êtes là, on vous soigne, tchouf, dehors, on amène le suivant. C'est-à-dire que l'hôpital doit d'abord être quelque chose, et tout le système de santé, qui traite la personne humaine, non seulement quand elle va mal, mais également en prévention. Ça ne doit pas être rentable. Si on tient les comptes d'équilibre, ça va, c'est mieux. Si on y perd, écoutez, si vous avez envie de mourir plus tôt, faites-le. Mais on dit qu'on dépense 60% de sa dépense de santé dans les 6 derniers mois de la vie. Mourrez 6 mois plus tôt. Bon, vous voyez bien que ça n'a pas de sens. C'est la raison pour laquelle je tiens à mon expression, qui est de dire qu'on doit s'occuper des personnes. Il ne faut pas traiter les gens comme des choses. À la fin, ça termine mal, pour tout le monde. Les soignants qui en ont marre de faire ça, alors il y a des mesures. Alors là, ici, prenons la Guyane. Écoutez, très vite, je voudrais qu'on parle d'écologie. Oui, mais je vous disais aux Guyanais, écoutez, on ne peut pas aller là-bas dans l'Hexagone et dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, toi, pouf, tu vas en Guyane. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut que ce soit attractif de venir, et surtout, il faut que la jeunesse guyanaise intègre un système de santé. Donc, on a besoin d'écoles professionnelles de santé où on recrute, mettons, après 16 ans, c'est-à-dire après la fin de la scolarité obligatoire, en gros, comme pour le lycée professionnel vers la seconde, et on paye les gens. On les paye comme autrefois on payait les apprentis instituteurs. Et vous verrez que la jeunesse guyanaise, par exemple, vous m'avez parlé de la Guyane, il y a la ressource ici. est en Guyane. Ils sont là, les gamins sont là, les intelligents sont là. Il n'y a plus qu'à les mettre dans le bon parcours. Allez, l'enjeu de ce siècle, des années qui viennent, c'est de produire de l'énergie décarbonée, pas chère, et de conserver notre souveraineté. Oui. Parlons du projet de la centrale électrique de Prospérité. Vous connaissez bien, vous y êtes allé ces derniers jours, c'était mardi. C'est une centrale à la pointe de l'innovation environnementale, pas de gaz à effet de serre, pas de particules fines, pas de bruit, pas de fumée, mais des populations locales qui n'en veulent pas. Laurent Bignalas vous raconte cette bataille entre, d'une certaine manière, le progrès et la forêt. L'image de ce paresseux, cherchant son chemin parmi des centaines d'arbres abattus, a fait le tour de la planète. Une image diffusée sur les réseaux sociaux pour médiatiser la résistance des habitants de Prospérité face au projet d'installation sur leur territoire d'une centrale solaire. Elle est prévue pour 2024 et la déforestation a déjà commencé à 1,5 km du village, mobilisant les 200 habitants et les associations qui soutiennent leur lutte. Nous, le peuple Kalinya d'Amérique du Sud, aujourd'hui, nous allons résister encore et encore. Whoopé? Whoopé? Ouais! Ouais! Roland, le chef du village, a donné le ton. Il nous accompagne sur le site convoité. Ça va peut-être pas vous faire plaisir, Roland. Pour vous et le village, si je dis qu'ici, sur votre territoire, j'ai l'impression qu'on est sur une zone de guerre. Oui. Ici, c'est notre territoire. Mais justement, comme vous pouvez le voir autour de vous, c'est vraiment un massacre de la forêt. C'est récent? Oui. C'est toujours vivant. Ça fait 3 mois qu'il est coupé et il saigne encore. Un espace vaste, Philippe, hein, quand même. Il y a plusieurs hectares. Clairement, là, 16 hectares, ils ont déjà dévasté. Et ils voudraient en dévaster 4 fois plus, puisque le projet doit faire 85 hectares de déboisement globalement.
une horreur. Ce qui doit se construire ici, c'est une centrale électrique à base de panneaux solaires pour produire de l'énergie propre. De quoi alimenter toute l'agglomération de Saint-Laurent-du-Maroni. À Cayenne, 280 km au sud, Henri Ozerman nous attend dans ses bureaux. Pour le directeur général du projet, cette centrale est nécessaire et souhaitée. Vous pensez pouvoir offrir une indépendance énergétique pour combien de milliers de foyers dès que la centrale serait ou sera en route? Alors, dès que la centrale sera en marche, on va pouvoir approvisionner environ 50 000 personnes, ce qui est énorme et c'est un besoin très important pour le développement de la Guyane. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2022, nous avons eu 140 coupures électriques. C'est énorme. En attendant, la déforestation avec les engins, la destruction des arbres, de cette surface forestière, a un impact sur l'environnement et sur les espèces. L'impact de cette centrale est positif. Actuellement, Saint-Laurent-du-Maroni est alimenté par des groupes électrogènes qui marchent au gasoil. Nous produisons, grâce à cette centrale, de l'électricité uniquement avec du soleil et de l'eau. En termes de préservation de la planète, je pense que c'est un projet exemplaire. Les Amérindiens Kalinia se sont installés ici il y a 35 ans. Et leur village, Prospérité, a toujours bénéficié des ressources forestières, bois, fruits, plantes médicinales, grâce à la zone d'usage collectif qui leur a été allouée. En grignotant ce périmètre, si proche des habitations, le projet de centrale soulève un vent de colère. Déforester pour mettre des panneaux solaires dans une forêt comme celle-là, c'est une aberration, quoi. Le bois pagaie des Amérindiens. Et là, l'ampleur d'autres dégâts. C'est ça. Là, on est sur les bas-fonds et on voit très bien que le projet arrive jusqu'au bas-fond. Ce ruissellement qui entraîne de la boue et qui va polluer la rivière fait que ça impacte considérablement la faune et la flore de la crique, notamment une espèce protégée, un petit mammifère protégé. C'est pas l'opossum? C'est le fameux opossum aquatique. Qui a besoin d'eau claire. C'est ça, qui chasse à la vue. Alors là, chasser à vue dans une eau turbide comme celle-là, ça semble un petit peu compliqué. Les opposants au projet ont du coup porté plainte contre la CEOG auprès du tribunal de Cayenne. Et l'ingénieur écologue qui défend leur cause, Pierrot Pantel, a même interpellé les instances politiques en métropole. Aujourd'hui, le monde du photovoltaïque est vraiment un Eldorado financier. On coupe de la forêt partout pour mettre des panneaux solaires. Il serait temps que ce monde-là comprenne aussi qu'il est soumis à des règles. Parce que, comme je le disais au Sénat devant les sénateurs et sénatrices, l'opossum, c'est mon frère. Et si ça fait rire quelqu'un, je lui dis, mais c'est ton frère aussi à toi. Alors, au village, les jeunes ont misé sur l'union des peuples amérindiens. Leurs fresques en témoignent. Et Christophe, le porte-parole du mouvement Jeunesse autochtone, est venu les soutenir, défendre leur avenir. On est conscient de comment les choses vont se dérouler si on accepte ce projet. Aujourd'hui, le village de Prospérité, les habitants sont encore tournés vers la forêt. On a déjà l'expérience d'autres villages qui se sont tournés vers la ville, où la jeunesse se tourne ensuite vers le trafic de drogue, vers les violences, vers l'alcoolisme, vers le suicide, vers un certain nombre d'aujourd'hui d'enjeux plus sociaux. Et tout ça parce qu'on déstructure le lien à la terre. Et derrière leur chef, désormais, ils replantent régulièrement des arbres parmi tous ceux qui sont tombés au nom d'une autre écologie, la leur en tous les cas. Si vous plantez les plantes, il faut parler avec les plantes, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas là pour te détruire, mais pour t'aider à grandir. Je mets cette jeune pousse en terre pour qu'il y ait des fruits que les enfants du village viendront manger à l'avenir. Nous ne te voulons aucun mal. Nous sommes amis. Alors précisément, dans un cas comme celui-ci, comment on arbitre? Oh, c'est compliqué, mais déjà, je vais dire une première chose, il faut éviter de se fourrer dans des situations pareilles. Parce que si on avait parlé avec cette tribu, ce village en réalité, parce que c'est un peuple Kalinia, et là, c'en est un petit morceau. Le Yopoto, qui est le chef, j'ai discuté longuement avec lui, je lui ai dit, mais tu veux pas de... T'en veux pas? Il me dit, ah, moi j'ai jamais dit ça, il n'est pas là. On nous a rien demandé. Tout d'un coup, ils arrivent dans les 80 hectares. C'est toujours le problème. Pas là. Pas là quand on fait des éoliennes. Vous avez raison. Pas là quand on fait des mines de lithium. Pas là. Vous avez raison. Mais alors comment on fait? On demande aux gens. Par exemple, non, on pourrait commencer par ça, non?
c'est pas un imbécile, c'est pas un ramassis d'imbéciles. Ils vont me dire oui, très bien, faites-le au bout de mon jardin. Non, ils nous ont dit où les mettre. Ils disent regardez là-bas, il y avait une rizière, il n'y a plus de rizière, le terrain est déboisé, il y a de l'eau, donc vous pouvez faire tout ce système là-bas. On ne détruira pas un mètre cube de forêt. Parce qu'il y a aussi une autre facilité qui consiste à jouer de la flûte sur on ne va pas déforester, jamais, etc. Mais à la première occasion, on commence par tout raser, 80 hectares. Donc, encore une fois, je le redis, il faut calculer, planifier, éviter de se fourrer dans des impasses dont on ne sait plus comment sortir. Et ici, il y a des gens d'avis contraire. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui disent « Mais monsieur Mélenchon, on va manquer d'électricité. » Très bien, posons la question. Qui nous a mis dans cette impasse? Qui nous a mis dans l'impasse où c'est ou bien on fait ça et on casse tout, ou bien il n'y a plus d'électricité. Nous sommes installés là. Ceux qui vous regardent, ils voient derrière vous une magnifique rivière. Figurez-vous qu'ici, des rivières, il y en a partout. Quel est le mystère qui a conduit à ce fait qu'il n'y ait pas un seul moulin, pas une seule hydrolienne sur tout le réseau des rivières amazoniennes? Un moulin à eau. Le moulin à eau, c'est l'invention géniale parce que vous retrouvez toute l'énergie que vous avez prise au début. Donc on pourrait en mettre. Aujourd'hui, on appelle ça des hydroliennes parce qu'on a des machines beaucoup plus sophistiquées. Et puis je termine sur une chose. Il y en a marre de regarder la forêt comme un tas de bois. Alors c'est la compétition entre ceux qui veulent la raser et ceux qui veulent qu'on n'y touche pas. Entre les deux, il y a la gestion sylviculture douce. La forêt n'est pas un tas de bois. La forêt est la solution à nos problèmes. J'appelle ça c'est moi qui l'ai emprunté aux autres, le biomimétisme. La nature a déjà réglé tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Minimum d'énergie, minimum de matière, maximum d'étendue des organismes qui sont en place. Donc ici, ce dont on a besoin, c'est d'aller chercher dans la forêt réserve intellectuelle les solutions à nos problèmes de médicaments, de structures solides. Vous savez, vous, que la Tour Eiffel est faite sur le modèle d'un os humain? Je ne savais pas, moi, on m'a appris, j'ai trouvé ça génial. Donc, le biomimétisme a du sens. Et puis, il ne faut pas me dire, oui, monsieur Mélenchon, la règle verte, quelle idée géniale. On ne prend pas plus à la Terre que ce qu'elle peut reconstituer. Ben alors, comment on le fait si c'est pas avec du biomimétisme? Et là, pourquoi on fait des coupes rases? C'est ça que je voulais dire. Prendre à la terre. Au Yopoto, je lui ai dit, écoutez, vous savez, les Morvandus ont le même problème que vous. Les coupes rases, il y en a dans le Morvan. Prendre à la terre. Les coupes rases. Prendre à la terre et en même temps développer les énergies renouvelables. C'est ça notre sujet. Facile. Et c'est facile. Un exemple concret. La France est favorable à l'interdiction de l'exploration des fonds marins. Vous êtes sans doute favorable à cela. Oui. L'Inde va lancer une mission de 460 millions d'euros pour explorer 75 000 km dans le bassin central de l'océan Indien. Pour explorer quoi et exploiter le cuivre, le nickel, le cobalt. Au nom de la transition écologique, parce que tout ça c'est fait pour faire des batteries électriques pour les voitures électriques de demain. Alors là, on arbitre comment? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas la bonne idée, pour deux raisons. La première, c'est que l'exploration comme ça des grands fonds marins, ça fait des années, moi j'explique qu'il y a un problème et qu'il faut que le droit s'étende. Il faut que l'ONU mette des normes plus difficiles et donc il faut une force internationale pour l'imposer. Parce que là, on parle des Indiens, mais on pourrait parler de ceux qui vont faire des trous à côté de Chypre pour trouver du pétrole dessous ou en face de Gaza. C'est quoi une force internationale? Alors, mais si vous voulez, pendant qu'on fait la guerre ici et là, on ne s'occupe pas de ce qui est plus sérieux. Ce qui est plus sérieux, c'est précisément toutes les questions qui touchent à une diplomatie altermondialiste. Je ne suis pas le premier à en parler. Déjà en Amérique du Sud, à plusieurs reprises, on a proposé un tribunal international pour l'écocide. Il y a bien un tribunal pénal international, il pourrait bien en avoir. Il faut des moyens de coercition, que la loi puisse s'appliquer et que chacun arrête de faire des trous là où il a envie d'en faire et que tout soit gâché de cette manière. Donc oui, il ne faut pas autoriser ça. Deuxièmement... On va aller dire aux Indiens, c'est non. Oui. La force internationale va dire aux Indiens, vous n'allez pas explorer les grands fonds marins. Bah oui, on a bien été capable de dire aux Russes qu'ils devaient sortir d'Ukraine. Donc on doit bien être capable de... Non mais attendez, c'est un bien commun, les grands fonds marins, d'accord? Au-delà de la zone exclusive économique, c'est le bien de toute l'humanité. Donc je ne vois pas pourquoi quelqu'un se l'approprierait. C'est exactement la même question que celle que nous verrons peut-être tout à l'heure à propos de l'espace, puisque ici, nous sommes dans le territoire du 3e port spatial mondial. Le sujet de cette transition et de ce monde en transition, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas faire les réformes contre les gens, il faut embarquer tout le monde. Oui. Comment on fait pour embarquer tout le monde? Un exemple très concret qui touche les Français en France hexagonale. Les zones à faible émission, vous connaissez ça par cœur. En 2023, les véhicules critères 5 sans vignette seront donc limités, voire interdites en 2025. Ça représente 40% des véhicules. Que dites-vous à ces travailleurs, ces infirmières libérales, ces agents d'entretien, ces ouvriers du bâtiment qui vont plus pouvoir aller travailler en ville parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture électrique. Comment est-ce qu'on fait dans une situation comme celle-ci, avec une génération qui parfois a voté pour vous, des jeunes qui disent... La moitié a voté pour moi. Qui disent, on ne veut plus attendre, on ne vous fait plus confiance, on veut accélérer. Comment est-ce qu'on réconcilie
Non, mais déjà, on évite de prendre des décisions absurdes. C'est une décision absurde? Bah, évidemment. Regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire, vous n'avez pas trop d'argent, vous ne pouvez pas changer votre voiture parce que le prix moyen, c'est 30 000 euros. Alors, ben, vous restez chez vous. Il y a des aides. Hein. Et vous polluez dans votre coin. Oui, il y a des aides. Mais enfin, c'est pas ça qui fait la différence. Donc, ça veut dire, ceux qui sont en zone périphérique, déjà que vous y êtes allés parce que vous aviez du mal à rester dans la zone centrale, eh bien, maintenant, il y a deux mondes, il y a deux France. La France périphérique, vous restez entre vous, et les autres dans les centres-villes, où nous disposons de tous les bienfaits. Non, ce n'est pas possible. Et après, la discussion, elle doit avoir lieu. Est-ce que c'est bien la voiture électrique qu'on veut? Moi, j'ai dit, depuis le début, vous ne posez même pas le problème de savoir avec quoi vous allez faire des batteries. Non, ce n'est pas un problème. Vous voulez de l'électricité, on va la sortir d'où? 1 million de véhicules électriques, une centrale nucléaire de plus. C'est ça que vous voulez? Tout ça est absurde. Ce n'est pas de la planification. Donc ce n'est pas de vous êtes pour l'organisation. la suppression des zones à faible émission? Ben, alors qu'il y a aussi, c'est compliqué, oui, ces sujets-là. Ben, c'est compliqué. Ça, c'est clair. Les particules fines, ce sont des milliers de morts. Absolument. Chaque année. Absolument. Vous êtes favorable à la suppression de cette disposition pas favorable sur à la les mort zones rapide pour tout le monde. Alors, quand même, provoquez pas. Je vous pose la bien question. sûr que non. Mais non, c'est pas poser une question. Je vais vous donner un autre exemple, si vous voulez. Vous êtes pour le bruit? Je suppose que non. Ça tue plus de gens. Aujourd'hui, le fait qu'on ne puisse pas vivre dans le silence fait plus de dégâts que la pollution atmosphérique. Vous ne le savez pas? Ben, si je vous l'apprends. Sauf que ça ne se quantifie pas. Et qui est-ce qui vit dans le bruit? Les pauvres, mal isolés. Donc, moi, je dis qu'il n'y a pas de mesure écologique tenable qui ne soit pas une mesure sociale. Si vous voulez que les gens n'utilisent plus des véhicules qui ne sont pas aux normes, si vous ne voulez pas les humilier en les empêchant d'entrer en ville ou en les tuant d'amendes, eh bien alors développez le service public du transport, trouvez des idées. Donc en l'état, cette mesure-là, elle n'est pas suffisamment débattue, elle va trop vite, le calendrier est trop rapide. Je donne mon point de vue. C'est ce que je vous demande. Oui, moi je suis pour un moratoire aussi longtemps qu'on n'a pas mis en place les mesures alternatives qui permettent aux gens de mener une vie digne. Bon sang. Alors les gens vont aller avec leur voiture en ville, on va dire, toi ta voiture elle a une drôle de tête, tiens, pan, une amende de 70 €, rentre chez toi. Enfin, nous devons mutuellement du respect, non? On ne va pas traiter une partie de la population comme si elle était faite de sous-individus. Alors, c'est aux dirigeants politiques de trouver les bonnes idées. C'est leur boulot. Donc, une idée qui vaut rien, on arrête. On ne va pas s'entêter à se mettre tout le monde à dos et à humilier les gens pour rien. Et je vous repose la question, est-ce que vous êtes certain que la bonne solution, c'est la voiture électrique? Alors, je me permets de dire que un peu partout, la bonne solution, c'est le transport collectif. Vous allez me dire, M. Mélenchon, comment on fait pour compenser à ce point une voiture? Vous savez qu'il y a des milliers de kilomètres de rails dans le pays qui ont été posés par la génération précédente, qu'on peut imaginer des véhicules qui passent sur ces rails. Vous savez qu'on a toutes les capacités scientifiques, techniques, pour bien faire les choses. Mais arrêtez d'humilier les gens. Ça ne mène nulle part. Il n'y a pas d'écologie sociale. Non, bien sûr que non. Mais il n'y a pas d'écologie qui ne soit pas d'abord une question sociale. Vous venez de mettre le doigt là-dessus. Ouais. C'est pareil pour la forêt ici. Si vous dites aux gens touchez à rien, ben ils vous diront écoutez, alors de quoi on vit? Une question précise. Ouais. Faut-il arrêter de faire des enfants pour préserver la planète? Je crois que c'est une question qui est très personnelle. C'est aux gens de décider s'ils ont envie d'avoir des enfants ou pas. Et à mon avis, s'ils ont envie d'en avoir, j'attends de voir qui est-ce qui est capable de les en empêcher. Parce que personne n'y est jamais arrivé de nulle part. Et est-ce que la manière... Vous voyez, c'est pour ça que votre question, elle est très juste. Qu'est-ce qu'on fait là, finalement? Alors, qu'est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est pas de tâcher d'en tirer du bonheur? Est-ce que le plus grand bonheur n'est pas de le partager? Et avec qui on partage d'abord? Les gens qu'on aime, nos enfants. Alors, il faudrait tout ramener à un calcul utilitaire. Hein? Non, je pense que c'est absurde. Et alors, l'idée de se passer d'enfants me paraît assez absurde. Mais bon, après, chacun décide comme il le sent. C'est pas à l'État d'aller dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Moi, je suis contre la formule. C'est un propos qui est porté par des militants écologistes, des jeunes, qui disent je ne me sens pas de faire des enfants parce que le monde qui vient, je ne le sens pas, il ne sera pas à la hauteur, et puis parce qu'il y a un poids démographique et qu'on est en train d'essorer la planète. C'est leur liberté, et je la respecte. J'ajoute qu'ils n'ont pas que tort en disant que ça ne peut pas aller comme ça. Nous sommes 8 milliards d'êtres humains. Nous serons bientôt 10. Avant que, nous dit-on, ça recule. Lorsque moi je suis né, c'est il y a très longtemps, nous étions 2 milliards. Autrement dit, l'humanité, je suis la seule génération qui va être dans ce cas, ça ne se reproduira plus. J'aurais vu doubler 2 fois l'humanité. Or, vous le savez, il y a une règle. Quand l'humanité double, elle fait un grand saut dans quelque chose d'autre. Le grand saut est en train de se faire là. Et j'espère que c'est la jeune génération qui, elle, a raison d'être impatiente
et qui va remettre tout ça d'aplomb. Avec la question de la démographie vient aussi la question des migrations. La Guyane devient la porte d'entrée vers l'Europe d'une immigration illégale pour les Syriens venus du Liban, ensuite via le Brésil et le Venezuela. C'est-à-dire que c'est un périple pour éviter de traverser la Méditerranée, naturellement. La maire de Cayenne, elle s'appelle Sandra Trochimara, elle a fait une grève de la faim l'été dernier pour alerter sur la situation de Cayenne. Elle vous interpelle, écoutez-la. Monsieur Jean-Luc Mélenchon, la Guyane est confrontée à un flux migratoire important et récemment par l'arrivée massive de demandeurs d'asile venant du Proche et du Moyen-Orient qui sont déposés par vagues, par des bus venant principalement de Saint-Georges-de-l'Oyapock et jetés sur nos trottoirs. Ce qui impacte la vie des Cayennais, ce qui trouble la vie des Cayennais. Insalubrité, insécurité, et aujourd'hui, au-delà de cette convention de Genève qui régit l'accueil des demandeurs d'asile, nous n'avons pas de centre d'accueil. Nous n'avons pas les établissements qui permettent d'apporter une réponse à cette population. Donc, que comptez-vous faire? Que comptez-vous nous apporter comme réponse pour résoudre ce qui impacte aujourd'hui la société guyanaise et plus particulièrement la société cayennaise? Alors? D'abord, je commence par dire que je donne raison à Madame la maire et qu'il y a une façon de rendre la vie infernale aux gens qui ensuite nous confrontent à des situations qui semblent devenues ingérables. C'est le cas là. C'est-à-dire des gens arrivent ici, nous savons tous que nous ne pouvons rien contre le fait qu'ils partent de chez eux, sinon que nous devrions avoir comme ligne politique qu'ils n'en partent pas. Mais une fois qu'ils se mettent en mouvement, eh bien, on a le devoir, l'obligation de traiter les gens dignement. Là, qu'est-ce qui se passe? 1, on ne peut pas accueillir, on n'a pas les moyens. 2, on n'a pas le personnel pour traiter les demandes. Et puis 3, on doit sans doute avoir un problème avec le voisin. C'était M. Bolsonaro jusqu'à présent. Maintenant, c'est M. Lula. Les choses vont donc aller beaucoup mieux. Mais il faut quand même qu'on discute. Comment des gens arrivent en bus en arrivant de l'État d'Amapa qui est à côté. Et puis, comme ça, on passe. Et on arrive en France et descendez du bus, c'est fini, vous êtes arrivés. Il faut passer l'Oyapock. C'est la rivière qui fait la frontière. Qu'est-ce qu'on lui dit à Lula? Eh ben, on lui dit il faut surveiller votre frontière. On n'est pas d'accord. Vous voyez à quoi elle ressemble, sa frontière? Eh ben, il s'en débrouille. Et nous aussi, on peut le faire. L'État peut intervenir. Une frontière, ça doit être gardé en principe, non? Comment se fait-il? Quand je vous ai dit tout à l'heure que c'était les politiques néolibérales, j'ai senti que vous disiez, bon, c'est un peu idéologique. Non! L'affaiblissement de l'État, c'est une politique néolibérale. Résultat, ici, nous avons des forces armées qui interviennent notamment dans la lutte contre l'orpaillage. Comment expliquez-vous que l'armée française soit mise en échec par des orpailleurs? Et pourtant, on n'arrête pas de courir, les soldats que nous avons là. Nous manquons de moyens. Eh bien, il faut mettre des moyens. Et si les gens arrivent à passer... Certains disent construire des murs. Pardon? Certains disent construire des murs. Ben, vous n'avez qu'à construire un mur dans la forêt, c'est absurde. Mais je vais aller un peu plus loin. La Guyane, vous avez entendu la maire, c'est pas du tout un propos raciste ou xénophobe. C'est pas quelqu'un qui dit « Ah, on est chez nous, que les autres restent chez eux ». Non, elle dit « J'arrive plus à gérer ». Non, elle dit « On ne sait pas comment gérer ça ». Parce que la Guyane, il faut que les Français de tout l'Hexagone le sachent, la Guyane, elle a accueilli, il y a de ça 30 ans ou 40 ans, je ne sais plus comment le temps passe, 1000 Hmongs, c'est-à-dire des gens qui arrivaient du Laos et du Vietnam, qui ont constitué ici, ils les ont mis à cacao. Ouais. Il n'y a que le mot qui était sympa, tout le reste c'était la catastrophe. Ils ont, eh bien, qu'ont-ils fait? Ils se sont implantés, ça va, vous savez comment c'est grand ici, comme le Portugal. Donc c'est pas pour dire, mais il y a de la place. Eh bien, ces gens, aujourd'hui, produisent le 70% de la nourriture et des légumes des Guyanais. Donc ça veut dire qu'il y a moyen de faire ici, évidemment, en respectant le site dans lequel on est. Les Hmongs n'ont pas saccagé la forêt. Les gens qui cultivent tout le long du fleuve, ça s'appelle un apatis. Hein, on met un campus sur un apatis. Eh ben, ils sont capables de le faire. Donc on ne peut pas dire, on ne veut pas de vous parce qu'il n'y a pas de place. Non, on dit on ne peut pas vous accueillir. Donc ce n'est pas l'endroit où venir. Et une fois qu'ils sont là, une situation très concrète. L'assaillant, ça s'est passé Gare du Nord, un assaillant qui a fait 6 victimes. Il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Actuellement, il y a 6,9% des OQTF, comme on dit, qui sont exécutés en 2020. C'était 5,6% au premier trimestre 2021. Est-ce que ces 6 chiffres-là, ils vous choquent? Est-ce que vous dites, ça ne peut pas durer, il faut monter à 100% des obligations de quitter le territoire français, les exécuter? Oui, je n'irai pas m'engager dans cette histoire-là, parce que
Bon, là, nous avons un fait criminel, alors évidemment, c'est énorme, j'en suis d'accord. Il y a 6 les gens victimes, qui ont enfin, eu 6 peur, personnes les qui gens ont été blessées. Oui, les gens qui ont été agressés, c'est terrible comme histoire. Hein. Ça vous arrive tout d'un coup, vous êtes tranquillement à la gare, et puis pouf, bon, vous avez une histoire comme celle-là. Des histoires tragiques, il y en a continuellement dans la vie. Il y a les moyens d'y répondre, mais ça commence à bien faire de toujours ramener les sujets. Bon, les agressions d'extrême droite dans tout le pays, non, on n'en parle pas. Mais l'autre qui n'avait pas fait son obligation de quitter du territoire, boum, une journée entière. On tue 3 personnes kurdes hein, par quelqu'un qui... Et ensuite, toutes les chaînes de télé ont passé leur temps à dire « Oui, ils voulaient tuer, mais ils ne savaient pas où au juste. » Je ne vous parle pas du traitement moi, je vous parle médiatique, de ça. là, de vraiment la décision, de la souveraineté, de l'appareil d'État. Vous connaissez une personne qui va vous dire « Non, la loi ne doit pas être appliquée ». Vous connaissez un responsable politique qui va vous dire « Ah, le bazar, tant mieux, je suis pour ». Non, personne. mais venant de vous, je voudrais avoir la réponse sur les OQTF. Est-ce que vous considérez que c'est un problème ou au fond, vous dites « C'est portion congrue, c'est pas si grave ». J'aimerais juste avoir votre sentiment sans vous poser un problème, une difficulté. Non, je vois bien que vous ne voulez pas me poser de problème, c'est clair. Mais je vais vous répondre que moi, je suis toujours pour les solutions qui sont respectueuses de l'être humain. Voyez-vous, mettre des gens dans des camps où on les parque avec leurs enfants pendant plus de 35 jours, je suis contre. Et je ne veux rien dire qui puisse donner l'impression que je participerai à la meute de ceux qui, pendant toutes ces années, ont fait leur profit politique de montrer sans cesse du doigt les gens. Vous savez combien de lois il y a eu en 30 ans? 22. Vous avez entendu parler une seule fois d'un bilan sur une seule de ces lois pour dire qu'est-ce que ça a empêché? Rien. Ça a répandu un venin universel. Tous les Français, j'en connais pas un, vous diront nous sommes pour que la loi soit appliquée, qu'ils soient d'avis contraire. Après, c'est vrai, il y a des gens qui disent pas de frontières. Ah, c'est pas mon point de vue. Voilà, c'était la question. Moi, j'ai jamais dit la France est un pays où il n'y a plus de passeport, il n'y a plus de visa. D'ailleurs, je crois que personne ne propose une chose pareille. Donc, on peut dire, il faut bien savoir ce qu'on fait. On ne peut dire qu'on est d'accord pour que, si dure qu'elle soit, la loi soit appliquée, qu'à la condition qu'on a des garanties sur le fait que la loi se déploie d'une manière humaine, qu'elle écoute les gens, qu'on les traite correctement. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Une autre question sur ce sujet, ensuite on passera aux affaires étrangères. On peut estimer à près de 400 000 personnes le nombre de personnes en situation irrégulière en France. Si on prend par exemple les bénéficiaires de l'aide médicale d'État, 376 000 personnes en 2021. Vous dites qu'il faut régulariser? Écoutez, c'est bon. Quoi. Ça, c'est l'argumentaire du Rassemblement national. Ça fait environ 10 ans que ça dure. L'aide médicale d'État, il ne faut pas le donner. Eh bien, bande d'imbéciles. Eh bien, répondez-leur. Mais c'est ce que je vais faire. Mais je m'étonne de vous entendre reprendre des balivernes pareilles. D'abord, 400 000, comment vous le savez? Puisqu'ils sont clandestins, vous n'avez aucun moyen. Bénéficiaires de l'aide médicale d'État, c'est ce que je vous ai dit. Non, mais là, bénéficiaires de l'aide médicale d'État, étrangers en situation irrégulière. Fortiche. J'en crois pas un mot. Bon, donc, c'est c'est pas un sujet. Ok. Bon. Ensuite, l'aide médicale d'État. Réfléchissons un instant. Utilisons le cerveau que nous avons sous nos cheveux. Est-ce que vous allez demander ces papiers aux microbes? Non. Parce que par la force des choses, il n'en a pas et il fera bien comme il veut. Par conséquent, nous avons intérêt à soigner les gens malades pour qu'ils ne rendent pas malades tous les autres. Voilà la seule réponse sensée qu'on peut faire. Pourquoi ces sujets vous agacent? Parce que c'est leur caractère répétitif depuis 30 ans. La manière avec laquelle on a de cette manière encouragé la xénophobie, le racisme. Nous voici maintenant rendus à une situation où c'est de tous côtés que déferle de l'extrême droite. Alors que ce sont des problèmes qui ne sont pas si difficiles que ça à gérer. Dès lors qu'on y met des moyens, qu'on réfléchit, qu'on fait attention à ce qu'on fait, qu'on traite les gens humainement. Est-ce que c'est si difficile? Pendant les 30 dernières années, 22 lois, et encore, je ne compte pas les autres, hein, sur la sécurité, sur le machin, sur l'immigration, tout y est passé. Qu'est-ce qui va mieux? C'est difficile à gérer. gérer. Qu'on me réponde, qu'est-ce qui va mieux? C'est difficile Rien. à gérer. Ce Oui, qui se passe difficile. à Mayotte est difficile. C'est difficile à Ce gérer. sont les Mahorais qui ont raison. Mais c'est tout simplement impossible que toutes les Comores se déversent sur Mayotte. C'est absolument impossible. Les Mahorais ont fait une proposition, comme les Guyanais. Les Guyanais se sont tous mis d'accord pour faire un programme commun qu'ils ont négocié avec le gouvernement de l'époque. Donc ça s'est fait. À Mayotte, ils ont fait pareil. Combien ils demandent? Est-ce qu'ils demandent des sommes inouïes de monter Mayotte sur pilotis? Non, je crois que ça doit coûter 1 milliard. C'est trop cher, 1 milliard, pour que des compatriotes puissent mener une vie digne. Et puis, il faut que les Comores, aussi, arrêtent de laisser faire et d'appauvrir leur propre Et mettre fin peuple. au droit du sol? En aucun cas. Le droit du sol est consubstantiel à l'identité française. C'est-à-dire que
ceux qui naissent là, à l'âge de 16 ans, il ne faut pas raconter d'histoire, s'ils sont encore là, et s'ils ont vécu 5 ans en France, ont le droit de devenir français. C'est François Ier qui a inventé ça. Si vous enlevez le droit du sol, vous allez imaginer le droit du sang. Ça existe, ça a existé en Allemagne. Ils en reviennent, il n'y a plus personne. Bon, ils en reviennent. Et nous, Français, on va faire ça. On va dire alors, il y a les Français de toujours. Eh bien, bon appétit, dites-nous lesquels c'est. Je n'ai pas un grand-père français. Alors, je ne suis pas français? Et combien comme moi? Et tous ces enfants qui portent des prénoms qui déplaisent à certains fascistes de notre pays, on leur dit quoi? Ah ben vous n'en êtes pas vraiment? C'est insupportable. Ceux qui naissent en France doivent avoir la possibilité d'être français, parce que ce qui définit la France, ce n'est pas une langue, il y a 29 pays qui la parlent, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une couleur de peau, c'est une appartenance commune à une devise, liberté, égalité, fraternité. Tout le reste, c'est du roman, et du roman noir. C'est dit. C'est dit. On parle du Brésil, on n'est pas si loin du Brésil. Oui. Vous connaissez Lula? Bien, vous étiez allé le voir en prison. Oui. Est-ce que vous l'avez eu au téléphone d'ailleurs depuis qu'il y a eu des événements à Brasilia? Est-ce que vous lui avez parlé? Non, parce qu'il n'était pas joignable pendant un temps, pour des raisons évidentes, qui tiennent à sa sécurité et à ce qui se passe avec les repérages. En tout cas, les supporters de Bolsonaro ont envahi pendant plusieurs heures les lieux de pouvoir au Brésil. Est-ce que la responsabilité de Jair Bolsonaro est engagée? Ça va de soi. Et puis aussi du système policier brésilien qui semble complètement acquis aux putschistes. Il faut se méfier de cette pente qu'a pris l'extrême droite dans le monde entier. D'abord, quand ils perdent les élections, ils n'acceptent pas. Vous savez, la démocratie, c'est pas seulement accepter de gagner, hein, c'est aussi accepter de perdre. Vous avez toujours accepté de perdre? Vous m'avez vu aller envahir l'Élysée, entrer dans je ne sais pas quoi, non. Non, mais on vous a parfois entendu appeler à la révolte, à l'insurrection. Oui, bien sûr. Non, mais ça va recommencer. Parce Et que c'est pas la même chose. Non. C'est pas pareil, la révolte, l'insurrection, j'ai jamais appelé, moi, à les piller et saccager, là, c'est ce qu'ils font. Enfin, écoutez, quand même. Alors, oui, je sais pourquoi vous me parlez de ça, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs journalistes qui disaient que moi et Bolsonaro, c'est pareil, c'est absurde. J'ai combattu Bolsonaro, j'ai aidé Lula de toutes mes forces, j'ai même été le voir en prison, à l'époque où il lui avait inventé je ne sais combien de chefs d'accusation. Non, la Constitution de 1793 dit que c'est un devoir de s'insurger quand il y a un acte tyrannique ou un abus de pouvoir. Bon, moi j'appartiens à cette tradition, mais je le fais, j'ai toujours dit. Les problèmes se règlent par les élections. Et maintenant, si je dois dire quelque chose, c'est dire, après tout, vous avez choisi M. Macron. D'accord? Donc, peut-être que vous auriez fait un autre choix, ça valait la peine d'y réfléchir. Il faut qu'il y ait sans arrêt cette discussion, l'échange, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Bon. Et puis, il y a des choses qui sont insupportables, madame, et il faut les combattre. Quand on combat, les citoyens libres ont le droit de combattre librement, encore une fois. C'est pas les élections de tous les 5 ans, le reste du temps, je ferme ma bouche, je dis aux gens, si vous faites les moutons, vous serez tondus. Vous serez tondus jusqu'à la peau. Et le tempérament français, c'est qu'on ne se laisse pas faire. Ah, tant mieux. Donc là, vous appelez aux manifestations, à la colère, à la révolte, mais la limite, vous la fixez, c'est la violence, c'est la prise de pouvoir, la prise des lieux de pouvoir, etc. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer? Non, c'est vous qui le résumez comme ça, mais si vous voulez, oui, pourquoi pas. Ouais. Mais est-ce que vous avez entendu que quelqu'un a l'intention d'attaquer un lieu de pouvoir ou que j'ai jamais dit qu'il faille le faire? Moi, ça va plus loin. C'est structurel. Je sais que j'ai des désaccords sans doute avec d'autres personnes dans la gauche et dans l'extrême gauche que je respecte. Je ne crois pas qu'on puisse changer profondément l'organisation de la société comme je compte le faire, si, moi, mes amis, arrivent à avoir une majorité, sans un consentement de masse. Et donc, il faut que ce soit par des voies qui soient celles de la conviction, pas du putsch, pas du coup d'État et pas de la violence. Je termine en disant que j'ai eu l'âge de connaître les gens qui avaient imaginé que c'est par la violence qu'ils allaient renverser même les dictatures. Je pense à Pinochet. Et j'ai pu voir que c'est pas ce que nous avons obtenu. Et à part la mort des meilleurs des nôtres, c'est tout ce qui a résulté de cette stratégie. Justement, vous avez me laissé entendre que la sécurité de Lula pouvait être en question, en cause? Oui, jusqu'au moment où il était élu président. Oui, sa sécurité était... Mais on prend plein de précautions à peu près dans tous les pays où nos dirigeants sont menacés. Moi-même, je le suis aussi en France. Hein. Je dois avoir une lettre de menace de mort par mois. Vous le vivez bien? Non, pas du tout, mais je m'adapte. Je respecte des consignes de sécurité qui s'imposent à moi. Bon, voilà. Et puis après, comme on dit chez moi, Mektoub, hein, c'est ton destin. On parle de l'Ukraine. Oui. La Pologne a livré des chars Léopard. C'est des chars lourds. La France a déjà livré des chars légers. La France doit-elle livrer des chars Leclerc?
Les chars Charles Leclerc, je vais y arriver. Je fais toujours attention quand il s'agit de politique étrangère dans situation de guerre. À pas, c'est ma modeste contribution, donner à l'ennemi l'idée qu'il pourrait avoir la tâche facilitée par le fait que nous serions divisés, nous autres Français, entre nous. Donc je prends au sérieux la guerre. Là, nous sommes en train de nous avancer de plus en plus dans une conflictualité entre les pays de l'Union européenne et la Russie. Alors, il y a toujours des battants de guerre qui sont toujours d'accord pour que les autres aillent faire la guerre. Puis il y a des gens qui réfléchissent. J'ai entendu, et vous comme moi, dans votre émission, le président de la République dire qu'il n'y aura pas d'armes nucléaires utilisées par les Français à propos de l'Ukraine. C'est pas rien ce qu'il a dit là. L'arme nucléaire que les Français envisagent d'utiliser en cas de dissuasion, c'est notre stratégie de dissuasion, c'est quand nos intérêts vitaux sont engagés. On ne lui demandait rien, il a quand même dit. Il a dit, devant M. Poutine et les autres, les intérêts vitaux de la France ne sont pas engagés. Alors il faudrait savoir, il faut faire très attention à ce qu'on fait. D'un côté, engager de plus en plus de matériel, et de l'autre, dire de toute façon, ce n'est pas nos intérêts vitaux. Il faut trouver une autre voie de passage. Moi, j'ai deux idées à proposer. La première, il faut à tout prix discuter. À tout prix, donc. On va parler, des discussions et qui sont peut-être en cours. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais juste sur les chars Leclerc, on y va, on n'y va pas. Les Polonais y vont. Je demande à voir. Je vais demander à mes camarades de la commission de la défense ce qu'ils en pensent. Mais vous croyez que comme ça, dans une émission, on dit oui, allez les chars Leclerc, puis il y a le reste, parce qu'on a plein de matériel. On en a plein. Vous voulez faire la guerre avec les Russes? Il faut donc bien mesurer ce que nous faisons. Pour l'instant, nous aidons beaucoup. Les Américains aident encore plus. Beaucoup. Chaque jour, on grimpe dans l'armement qu'on livre aux Ukrainiens. C'est la question qui est posée par les chars Leclerc. Est-ce qu'il faut assumer que la France se mette en risque sur ses équipements? Est-ce que c'est ça, à un moment donné, la discussion qu'il va falloir avoir? Ce n'est pas d'ailleurs qu'une question française. Parce que la Pologne est membre de l'Union européenne. Et Europe de la défense ou pas, les membres de l'Union européenne sont liés entre eux par des accords de mutuelle protection. Si donc les Polonais livrent beaucoup de matériel et qu'ils venaient à prendre un mauvais coup, nous serions directement impactés. Peut-être que ceux qui ont quelque part un livre d'histoire se rappellent de ce que ça donnait la dernière fois. Donc peut-être qu'on peut être vigilant maintenant, moins se laisser embarquer comme ça. Alors la vraie question c'est, premièrement nous sommes donc tous solidaires, qui plus est, la Pologne étant membre de l'OTAN, la France est membre de l'OTAN, vous savez très bien que tout le monde sera embarqué dans la guerre si elle doit éclater. Donc ne faisons rien. Alors comment faire autrement? On y est déjà, non? Embarqué. En partie, mais il faut faire preuve de sens des nuances. Sinon, comprenez, alors allons-y, faisons la guerre, jetons des bombes atomiques, pourquoi pas? Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut reprendre le problème par un autre bout. Il faut à tout prix remettre ces gens de chaque côté d'une table. Eh bien, commençons par des sujets d'intérêt commun. La protection des centrales nucléaires. Quand j'ai fait cette proposition pendant la campagne présidentielle, on m'a regardé un peu de haut. N'empêche que qui est d'accord pour que les centrales explosent? Personne, ni les Russes, ni les Ukrainiens. Laissez-moi terminer. Par conséquent, on peut leur proposer de s'accorder sur le sujet. Deuxièmement, le président de la République, qui parle beaucoup, a aussi dit récemment qu'il fallait donner des garanties de sécurité. Oui. Eh bien, je suis d'accord. Il faut que les deux pays disent quelles sont les garanties de sécurité qu'ils demandent. Et si on commence à discuter... À l'Ukraine et à la Russie, des garanties de sécurité. Par la force des choses. Mais il est évident aussi que la Russie doit sortir d'Ukraine. La discussion... C'était la question que je vous ai posée, puisque vous citez le président de la République. Lors de ses vœux, il a dit qu'il aiderait l'Ukraine jusqu'à la victoire. C'est quoi la victoire pour vous? La victoire de l'Ukraine? La sortie des Russes d'Ukraine. Je suppose que c'est de ça dont il parle. Y compris la Crimée. Ça va être plus compliqué, à mon avis. Ça va être plus compliqué. Mais ce que j'essaye de décrire devant vous, ce ne sont pas des principes abstraits, des déclarations comme ça, Yaka, Faucon, donnons des chars, des avions, des fusées. Moi, comment on peut enrayer le processus qui conduit à la guerre? Voilà. Et c'est ça qui m'anime. Et c'est pour ça que j'ai dit que la France devait être un pays non aligné. Ça ne veut pas dire neutre, non aligné. Là, on ne peut pas être neutre. On ne peut pas accepter qu'un pays envahisse le voisin. On ne l'accepte pas. Donc on n'est pas neutre. Mais il faut que la France se dédie plutôt à rassembler ceux qui disent qu'ils en ont marre d'être embarqués dans les guerres des uns et des autres à toute occasion. Et là, je voudrais vous rappeler que le président de la République lui-même a dit ça. Il a dit, il y en a marre d'être obligé de choisir entre les Chinois et les Américains. C'est pourtant bien ce qu'il a fait, et pas qu'une fois.
Eh bien, moi, je pense qu'il faut que la France sorte de cet enfermement. Ne pas être alignée au cas par cas et le reste du temps, vouer l'énergie de la France à faire une politique altermondialiste, c'est-à-dire des ligues mondiales sur tel ou tel sujet qui est d'intérêt général humain. Est-ce que vous êtes raccord avec ce que dit justement Lula sur ce sujet? J'ai retrouvé sa déclaration, il dit, c'était avant qu'il soit élu, il dit « Je vois que le président ukrainien a été applaudi par tous les parlementaires. Ce type est aussi responsable de la guerre que Poutine. Une guerre n'a jamais qu'un seul coupable. » Et il dit aussi qu'il ne se mettra pas du côté des Occidentaux contre les Russes. Ce ne sont pas mes mots, je ne parlerai pas comme ça. Parce que je dis à Lula que ce n'est pas parce que ça se passe sur notre continent que ça ne les intéresse pas ici. La Russie a envahi l'Ukraine. Point. Qui peut accepter qu'un pays envahisse le voisin? Est-il d'accord pour que la Bolivie sorte d'elle-même et descende sur le Brésil? Est-ce qu'on peut imaginer que la Bolivie sorte et aille s'ouvrir un accès à la mer en traversant le Chili? Enfin, non. On n'accepte pas. Par conséquent, on s'y oppose par tous les moyens qu'on trouve, en restant dans une forme d'ambiguïté qui permet de faire en sorte que les Russes n'atteignent pas leur objectif, qui était d'écraser les Ukrainiens. Ils n'y sont pas arrivés. Bon, alors on ne va pas comme ça rester pendant combien de temps? Il faut donc qu'on trouve le moyen d'ouvrir la discussion. Je dis à Lula que moi, je ne dirais pas les choses comme ça. Alors, il est vrai qu'il y a des antécédents. C'est vrai. C'est vrai que l'OTAN a plus que provoqué dans la période précédente. Mais après, il reste les faits. Les faits, c'est qu'il a passé la frontière. Et puis, je vais dire autre chose. Le président Poutine s'est comporté d'une manière particulièrement stupide. Parce que son objectif, c'était d'empêcher que l'OTAN ne se rapproche des frontières de la Russie. Et il a eu l'inverse. Quelle réussite! C'est l'inverse. Et il a réussi à resolidariser tout le monde autour des Américains. Donc c'est une ligne stratégique nulle. Et le résultat, c'est que nous sommes tous embarqués. Et je ne veux pas qu'on soit embarqués. J'aimerais vous montrer la photo de 4 jeunes hommes. Ils ont été pendus, exécutés par le régime iranien. « Papa, je suis condamné à mort, ne dis rien à maman ». Voilà ce qu'a dit Mohamed Mehdi Karami. Ils avaient dit leur opposition au régime, ils avaient manifesté. Est-ce que l'Iran est devenu un État paria pour vous? Il l'est depuis fort longtemps. Pour ma part, je ne m'en cache pas. Je n'ai jamais soutenu ce régime. Je dis ça parce que j'ai connu la période où il y en avait qui trouvaient l'ayatollah Khomeini très sympathique. Moi, j'ai toujours dit, les curés n'ont rien à faire au pouvoir, quelle que soit leur soutane. On respecte leur foi. Vous parlez du régime théocratique des Mais mollahs. oui, c'est un régime théocratique. Alors on me dit c'est une démocratie, on vote. Non, puisque c'est eux qui décident qui a le droit d'être candidat. Non, c'est une théocratie et je souhaite que les Iraniens parviennent à s'en débarrasser. Parce que la civilisation perse, la culture perse, c'est quelque chose d'énorme dans l'histoire de l'humanité. Hein. C'est dans ce coin-là que beaucoup de choses se sont nouées dans le passé et continueront à le faire. Donc le peuple iranien, à mon avis, je ne suis pas iranien, mérite mieux que ce régime et moi je me sens pleinement solidaire des luttes qui s'y mènent. La question, est-ce que la terreur va avoir raison de ce soulèvement? C'est toujours la question qui se pose et elle s'est posée à tous les peuples. Elle s'est posée à nous. Fallait-il résister aux nazis allemands? Un certain nombre l'ont fait, d'autres n'ont rien fait. Comme toujours, il y a des héros et des lâches dans toutes les histoires des peuples et on a la liberté qu'on mérite. Alors ils se battent et ça force notre admiration et notre soutien. Je souhaite leur victoire. La guerre, elle se déroule à bas bruit, en ce moment, dans l'espace. Nous sommes ici à quelques kilomètres de la base de Kourou, le port spatial européen. Et vous vous engagez et vous souhaitez, vous lutter contre la privatisation de l'espace, vous voulez en faire un espace de paix. Et on a presque envie de vous dire, trop tard. On écoute ce reportage de Loïc Lamornay. Programme soviétique du parti d'un côté, NASA fédérale américaine de l'autre. Ce concept gouvernemental de l'accès aux étoiles est vieux de 60 ans. Et depuis quelques années, il est battu en brèche avec l'irruption fracassante des entreprises spatiales privées. Et en premier lieu, SpaceX bien sûr, qui envoie les astronautes de la NASA en orbite. Avec ses fusées réutilisables, l'entreprise d'Elon Musk facture un lancement 60 millions d'euros, bien moins que les 400 millions à l'époque de la navette. Il reste aussi bien moins cher que les fusées Ariane. La NASA a largement financé SpaceX, de quoi donner des ailes aux ambitions d'Elon Musk, voire alimenter une certaine mégalomanie sur son grand projet, peupler Mars. Je pense qu'il faut environ 1 million de colons sur Mars. La question est de savoir combien ces gens sont prêts à dépenser pour s'installer là-bas. Mais je suis sûr qu'il y aura des subventions gouvernementales et des prêts bancaires. Si déménager sur Mars coûte environ 100 000 $, je pense que c'est accessible à presque tout le monde.
Est-ce que ce sera une ville NASA ou SpaceX? Ce sera la ville des citoyens de Mars. Est-ce risqué de donner autant de pouvoir au secteur privé qui pourrait régner sur l'orbite terrestre, voire le système solaire? Cette spécialiste n'est pas inquiète. Pour elle, la NASA en profite pour se recentrer sur la recherche scientifique, déléguant au privé le rôle de transporteur, et ce partenariat devrait rester étroitement contrôlé. Pour l'instant, il n'y a pas trop de risque que la NASA se retrouve en siège passager et à la traîne d'une compagnie comme SpaceX. Le gouvernement américain investit massivement dans les vols spatiaux, qu'ils soient civils ou militaires, et dans une proportion bien supérieure au secteur privé. Mais l'espace sera aussi une bataille commerciale qu'il faudra réguler. Jeff Bezos, par exemple, veut lui installer les industries lourdes et polluantes en orbite terrestre. Jean-Luc Mélenchon, comment on rattrape le retard? Il a pris de l'avance, Elon Musk. Ouais. Déjà, ça valait la peine un peu de m'écouter, parce que la première fois que j'en ai parlé, vous vous rappelez pas de ça? J'ai fait campagne en 2016, on avait fait un meeting sur les nouvelles frontières de l'humanité. Même mes propres amis m'ont dit t'es sûr qu'on va parler de l'espace? Moi, je sais que telle est la vie de l'humanité. Je vous ai dit tout à l'heure, on est 8 milliards, on va être 10. L'humanité, c'est toujours, elle envahit tout ce qui est autour d'elle. C'est comme ça qu'on s'est déplacé. Alors maintenant, on est au bord de la mer, on monte dans la mer, et on est au bord de l'espace. Depuis Yuri Gagarin, on a franchi cette limite qui semblait être... C'est ça le génie humain. Le génie humain, c'est qu'on est des animaux endémiques, des animaux qui vont partout. Oui. On ne dépend pas de notre biotope. Donc moi, j'ai la certitude que l'avenir de l'humanité va se jouer aussi en partie dans l'espace. Ça veut dire qu'il faut mettre beaucoup d'énergie sur les vols habités? Ouais, il nous faudrait, nous Français, il nous faudrait, si on a le bon lanceur, il nous faut 3 ans pour envoyer ça nous prendrait 3 ans d'y arriver. Mais regardons la situation et les problèmes qu'elle pose. 1967, premier accord qui dit l'espace est un bien commun. 1979 dit interdiction de s'approprier ce qu'il y a. 2000 et des poussières, les Américains arrivent et disent premier arrivé, premier servi. Il prend ce qu'il y a, c'est à lui. On va dire mais c'est pas ça qu'il y a dans le traité. Si on commence la bataille pour l'appropriation de ce qu'il y a sur les astres et les corps célestes, on sait comment ça finit. On va se battre dans l'espace pour s'approprier ceci, cela, la Lune, un bout de Mars ou le reste. On se bat déjà. Oui. Une bataille commerciale pour la mise en place de constellations. Oui. Il y a un enjeu commercial, un enjeu stratégique majeur. C'est déjà là, ça. Oui, et pas que. C'est aussi qu'on se bat parce que, tiens, je te pousse ton satellite, il n'est plus dans la bonne orbite. Ou, tiens, je te fais la preuve que je peux tout casser, comme ont fait les Russes. On tirait sur une cible qui était... là, et il y a des boulons partout maintenant, où il y a 5 pays qui savent éclairer un satellite, c'est-à-dire le détruire. C'est ce qui m'avait conduit à dire, attention les gens, parce qu'à quoi ça sert votre force de dissuasion qui vous coûte un fric maximum, si on est capable depuis l'espace de repérer les sous-marins? On m'a dit, monsieur Mélenchon, dormez tranquille, pas avant 20 ans ou 30 ans, mais 20 ans ou 30 ans, c'est rien. Donc, d'un malheur, faisons un bien. Puisque nous pouvons, je fais une parenthèse, depuis l'espace faire des choses, cessons de faire des bombes atomiques sur Terre. Faisons le désarmement nucléaire. Si vous voulez, il est plus intelligent de se battre avec des fusils quand il y a des fusils, des arbalètes quand il y a des arbalètes, mais venir avec une arbalète quand l'autre a un fusil, c'est une bêtise. Donc je crois, moi, qu'on peut se passer de l'armement nucléaire et qu'on a d'autres moyens de construire des rapports de force. Si on militarise l'espace. Mais si on le militarise, les autres l'ont commencé à le militariser. Donc les Français ont décidé d'avoir un état-major de l'espace. Personnellement, je suis pour la démilitarisation de l'espace. Si nous avions une diplomatie, comme je l'ai dit, non alignée et altermondialiste, on pourrait trouver des dizaines de pays disant on n'est pas d'accord pour militariser l'espace. Par exemple, on pourrait s'entendre avec l'Inde, avec qui nous avons des programmes spatiaux. On pourrait s'entendre avec les Chinois. Là, on a fait le contraire. Les Américains ont décidé, et aussitôt le caniche français a accouru, et il a signé un accord qui s'appelle Artemis, qui... Alors, il y a 10 points, il y a des choses très sympas dedans. Je ne vais pas dire que c'est 10 points qui valent rien. Mais dedans, il y a dit, on a le droit d'exploiter, puis celui qui exploite, c'est à lui. Et puis, quand on exploite, on a le droit quand même de se protéger, pour pas qu'il y ait de problème. Donc, ça y est, c'est parti. Et nous, les Français, nous avons donc dit oui à ça. J'y suis hostile. Comment est-ce qu'on recolle, on raccroche les wagons avec l'avance qui a été prise par Elon Musk? C'était la question. C'est intéressant parce que c'est une entreprise. On parlait tout à l'heure des grands groupes. Oui. On a commencé comme ça. C'est un grand groupe américain qui est financé par de l'argent public. Bon, c'est déjà la NASA, le Pentagone. Voilà, on est d'accord. Donc, il est donc privé, le partenariat public-privé. Ça c'est l'arnaque. C'est l'argent public qui va dans les poches d'un privé, et le privé qui fait semblant d'être très privé, mais qui en réalité est Et c'est un modèle qui vous convient? Non. Moi, je crois à la puissance publique.
Je crois qu'on a tous les outils. Avec Ariane 6. Évidemment, mais nous avons des alliés déloyaux. Ce sont les Allemands, qui ne respectent pas les accords qu'ils ont avec nous, qui préfèrent faire des tirs de satellites par les fusées américaines, qui, quand on se partage, tiens, toi tu fais le radar, moi je fais l'optique, le lendemain matin, ils créent une société pour faire de l'optique, et ainsi de suite, qui ont accepté de faire une base spatiale, pas accepté, ils ont proposé de la faire avec la Norvège pour faire des petits lanceurs. Et la base de Kourou, je croyais qu'on était amis, je croyais que c'était le couple, et je croyais qu'on avait une base en commun ici. Alors les Allemands ont fait ça à leur manière, c'est-à-dire qu'ils mettent plus d'argent que nous, et puis ils disent, maintenant c'est nous qui décidons sur ceci, sur cela. Donc comment on aménage? C'est vrai qu'il y a 50% du budget de développement d'Ariane qui est assuré par la France, l'Allemagne c'est 20%, l'Italie c'est 15%, il y a 13 autres États qui financent. Alors il faut se mettre d'accord avec des partenaires loyaux. Donc pas les Allemands du coup? Ah si, mais il faut un peu les secouer, il ne faut pas leur dire oui tout le temps. Si on dit rien, si on dit, quelle bonne idée qu'on cède, qu'on regarde nos chaussures, que c'est pas bien de faire ça. On regarde nos chaussures avec les Allemands. Pardon? On regarde nos chaussures avec les Allemands. Beaucoup, oui. Nous sommes d'une naïveté, les Français, d'un romantisme qui ne correspond à rien. Nous, on dit le couple franco-allemand. Eux, ils disent le moteur. Au moins, pour eux, c'est une fonction. Il n'y a pas de couple franco-allemand, ça n'existe pas. Et puis, il y en aura de moins en moins. Parce que l'Allemagne étend son autorité, ses entreprises. Il n'y a plus une usine, une entreprise industrielle en Tchéquie qui ne soit pas allemande. Donc, et nous, les Français, non, on ne fait pas ça. Quand vous les voyez mettre 100 milliards pour la défense, quand vous les voyez, c'est-à-dire comment on les empêche de mettre 100 milliards pour la défense? On a quand même le droit, je rappelle qu'on a quand même été envahi 4 fois, donc il y a le poids de l'histoire. Je ne suis pas d'accord pour le réarmement de l'Allemagne. Voilà, je le dis, il y a des gens qui sont d'accord, pas moi. Et je suis pour que la France soit capable de se défendre toute seule. C'est-à-dire qu'elle ne soit jamais dans la situation de l'Ukraine. C'est-à-dire de faire le tour en demandant qui c'est qui veut bien m'aider. Nous devons être capables de nous défendre tout seuls, d'un bout à l'autre de la chaîne. Alors, moi je ne suis pas pour la guerre, je vous l'ai déjà dit, mais je ne suis pas non plus pour ceux qui disent si tu veux la paix, prépare la guerre. Non, non, si tu veux la paix, prépare la paix. Donc maintenant, la chose à faire, c'est d'obliger les Russes et les Ukrainiens à discuter, et je ne suis pas d'accord pour que les Allemands, qui déjà stockent sur leur territoire les bombes atomiques que les Américains mettent à leur disposition, achètent des avions américains plutôt que des avions européens, fassent des tirs de fusée avec... Je ne trouve pas ça loyal. Tandis que nos amis italiens, parce qu'il faudrait quand même se rappeler de ça, l'Allemagne est la première puissance économique du continent. Et ensuite, c'est nous. Et ensuite, c'est les Italiens. Et ensuite, c'est les Espagnols. Autrement dit, c'est l'Europe latine qui produit l'essentiel de la richesse de l'Europe. Il suffirait de leur dire « je ne suis pas d'accord, je ne veux pas ». Je pense que déjà on discuterait. Mais si on ne dit rien, on ne discute pas. Les Italiens font des fusées sur le centre de tir de Kourou. Nous faisions aussi des fusées avec les Russes. Maintenant, on a un peu arrêté. On a arrêté. Mais les Espagnols aussi sont des partenaires. Donc nous ne manquons pas de partenaires. Ce qui est stupide, c'est de se rouler aux pieds d'un puissant en espérant que par notre gentillesse, on va l'attendrir. Jean-Luc Mélenchon, nous arrivons au terme de cette émission. Je voudrais parler de vous, de votre parti. Mouvement, oui, c'est bien le sujet. C'est pas pareil. À 71 ans, est-ce que vous pensez que vous êtes irremplaçable? Moi? Ça fait un moment que je pense que je suis remplaçable. J'ai pas vu la cohue pour prendre le poste. Alors je préfère le dire. Je suis remplaçable, évidemment, et je le souhaite. Et est-ce que vous voulez être remplacé? Attendez, et je le souhaite. Et j'ai pris toutes les dispositions pour le faire. Je termine ma tâche. J'ai amené le programme de rupture à devenir majoritaire dans la gauche. Nous avons fait 22%. Je sais que ce n'est rien. Et j'ai déjà dit, faites mieux. Et quand vous avez dit, c'est un très beau discours, quand vous avez dit, faites mieux, on s'est dit, passe à autre chose. On s'est trompé? C'est ce que je voudrais faire. Mais parce qu'il y a 1000 manières. Je ne vais pas vous raconter l'histoire. C'est pas l'endroit où vous pouvez nous raconter des histoires. Ma vie, j'ai eu cette chance de pouvoir la vivre dans un engagement total politique. Pour moi, faire de la politique, combattre pendant de longues années pour le socialisme, à présent pour quelque chose d'un peu moins net, mais dont le contenu est bien connu, avec la planification écologique, l'égalité, vous savez. Bref, j'ai voué ma vie à ça. J'ai l'intention de continuer à être un homme engagé. Et d'abord sur le plan intellectuel, qu'ai-je à faire pour bien terminer? M'assurer que chacun des organismes qui se fédèrent dans le mouvement insoumis est mis en place. Et moi, je veux terminer le travail théorique que j'ai entrepris. Ce sont des choses qui se font. Mais nous vivons actuellement une énorme crise de croissance.
Vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est de passer de 17 à 75 députés. Ça veut dire C'est non ça qui est seulement... en train de se passer dans votre mouvement? Oui, c'est le moment où il faut s'adapter, s'habituer les uns aux autres, que bon, la lumière doit se répartir sur tout le monde, il faut partager les postes, tout le monde n'a pas forcément envie. Vous avez, des fois des caractères un peu craintifs qui veulent être présents partout pour pouvoir pas se sentir expulsés. Je pense que ces choses-là, en tout cas, j'invite mes amis à le faire, ne doivent pas les conduire à recréer une espèce de pauvre petit parti socialiste avec des guerres d'éléphants, des courants et des sous-courants, parce que tout ça ne nous mène nulle part. Nous avons une forme originale. Alors, on m'attribue à moi un pouvoir absolu que je n'ai pas. Il y a 5000 structures de base. C'est pas ce que vous avez fait? Reprendre la main sur le parti, ce qu'on vous a reproché? Jamais de la vie? Jamais de la vie. Mais ce qui est incroyable, c'est que personne, j'ai entendu des mots terribles, horribles. J'ai entendu parler de purge. Ouais. Enfin, qui a été purgé? Pas une personne n'a Vous voulez été... que je vous donne leur nom? Raquel Garrido, Clémentine Autain, Alexis Gorbière, François Ruffin. Ils ont eu le sentiment qu'il y avait une purge. Pardon. Vous dites qu'ils ont été purgés de quoi? Ils ont eu le sentiment qu'il y avait une reprise en main du parti et qu'ils étaient exclus des instances dirigeantes du parti? Vous pensez vous parler à leur place, là? Pourquoi vous ne leur donneriez pas la parole pour me le dire On leur a directement? donné la parole. Là, Oui, vous êtes face à moi. Vous êtes face à moi. C'est l'occasion d'expliquer ce qui s'est passé, peut-être de clarifier les choses. Oui, je vous ai dit ce que j'en pensais. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'il reste uni, que ce n'est pas une bonne idée de dénigrer le mouvement, que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une bonne idée d'aller appuyer ceux qui disent que ça n'est pas démocratique, parce que ça l'est. C'est fédératif. Mais les mêmes ne peuvent pas tout avoir tout le temps. Pourquoi vous ne faites pas voter les militants? Mais tout le monde vote. C'est incroyable, votre histoire. Ah bon? Ah ben oui, c'est une rumeur. Alors le Canard enchaîné explique Bompard a été nommé. Non, je n'ai nommé personne. Bompard a été élu par l'ensemble des représentants des secteurs du mouvement. Ça s'appelle la coordination. Le bureau... C'est pas les militants, mais effectivement, c'est un vote, mais ce ne sont pas les militants. Ça, c'est-à-dire, on crée des structures nationales, des gens sont dedans et ils désignent. Je prends l'exemple des personnes que vous avez citées. Mais ils ont tous des responsabilités au groupe. Tous, sans exception, sont membres du bureau ou ont une responsabilité à un endroit ou autre. Qui a été empêché? Certains même sont vice-présidents du groupe, d'autres présidents d'une commission. Pourquoi faut-il que pour se démarquer, il y ait besoin de dire du mal de ce qu'on a construit, et des fois avec eux? C'est ce qu'ils font. Vous avez le sentiment qu'ils sont en train de casser ce que vous avez construit? Je n'ai pas l'intention. Moi, d'abord, je ne suis pas partie prenante de la bataille pour ma succession. Donc, s'il vous plaît, épargnons. Je voudrais m'épargner au moins une guerre. Bon, je leur demande à tous d'être raisonnables, de partager. Vous aviez choisi un héritier? Non. Non. C'est ce que je ne ferai pas. C'est vrai? Jamais. Adrien Quatennens, c'était pas celui que vous aviez choisi? C'est un ami très cher pour moi, c'est absolument certain. Et je lui garde toute mon affection. Il est revenu à l'Assemblée. Oui, mais... Il a eu raison. Oui, bien sûr. À mon avis, je n'engage que moi. Oui. À mon avis, oui. Mais je veux d'abord finir de préciser ma pensée. J'ai été socialiste fort longtemps. J'ai vu François Mitterrand choisir un successeur. Et derrière, il y a eu 10 ans de guerre interne, entre ceux qui étaient d'accord et ceux qui n'étaient pas d'accord. Je me suis promis de ne jamais le faire. Et je dis à mes amis, si la question, et c'est la question qui vous est posée, quel candidat? Parce que le reste est réglé. Le programme, on est tous tombés d'accord. On l'améliore en cours de route pendant le travail, pendant l'année, il y a des livrets. Bon, donc le programme est réglé. La stratégie, on est tous d'accord. C'est la NUPES, une stratégie d'alliance et d'union, qui va plus loin d'ailleurs que l'alliance avec les seuls partis. Nous voulons être une force sociale. Bien. Le 21 janvier, nous soutenons une manifestation de jeunes gens contre les retraites. C'est quand même assez admirable qu'on les aide comme ça, mais c'est leur manifestation. Le 19, nous serons avec les syndicats. Bref, ça c'est le mouvement. Point. Rendez-vous aimable, mes amis. Débrouillez-vous. Pierre, Paul ou Jacques. Débrouillez-vous. C'est ça que vous leur dites? Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Comment vous faites avec les gens qui vous entourent? Vous leur dites, toi fais ci, toi fais là. Non, c'est pas mon genre. Si je suis anxiogène dans la vie, c'est plutôt parce que je ne donne pas de consignes. Une fois, j'ai même dit, n'attendez pas les consignes. Je pense que la vie, l'énergie de la vie, mais pour ça, il n'y a pas besoin de s'entretuer. Et je ne suis pas candidat à ma succession. Qu'est-ce qu'il faut que je dise de plus? C'est dit, c'est clair. Ben oui, je vais vous dire, je veux terminer mon travail intellectuel. En juin ou juillet prochain, je ferai paraître le livre La Révolution citoyenne. Je veux réussir l'installation de la Fondation. Et à ce moment-là, ma foi, je pourrais me dire, j'ai fait le travail. Vous ne serez pas candidat, quoi qu'il arrive, en 2027. Vous voulez que je vous signe un papier et si jamais je mets le moindre doute... Allez-y. Bon, parlons-en, puisque ça a l'air d'obséder je ne sais combien de gens. Ce sera clair, du coup. Mais non, c'est pas clair. Ça ne peut pas se régler comme ça. Ce sont les circonstances qui font les candidatures. Tout le monde le sait. Je n'ai pas été candidat 3 fois,
par un effet de mon ambition. Notamment la dernière fois, c'était pas le moment où j'en avais le plus envie. C'était les circonstances qui faisaient de moi la personne ad hoc. Qu'est-ce qui va se passer en 2027? Les circonstances vont permettre de désigner quelqu'un. Alors, ils sont nombreux à avoir du talent, à être capables de le faire. Bon, voilà. Et si quelqu'un a réussi dans l'intervalle, en quelque sorte, comme je l'ai dit, se faire aimer, et je le dis, alors faites plutôt l'émulation que la compétition, eh bien, ça viendra tout seul, naturellement. Quel besoin d'aller encombrer la discussion avec ma personne? Et à votre avis, Adrien Quatennens, il est toujours dans cette catégorie-là? Il est revenu, je le disais, siéger à l'Assemblée. Vous le pensez? Oui, je pense, oui. Je vais vous dire pourquoi. Bon, les religions recommandent, quand il y a faute, surtout faute reconnue et faute punie, le pardon. Les républicains disent qu'une sanction, lorsque la peine est purgée, permet aux condamnés de se réhabiliter. Nous avons ce sur quoi on est tous d'accord, c'est qu'il faut combattre, et c'était dans mon programme, les violences. On était tous d'accord là-dessus, et je crois qu'on est encore. Deuxièmement, que quand quelqu'un ne se conforme pas à ça, il doit être puni. Adrien Quatennens a été longuement et beaucoup puni. Et pas que lui, nous. Parce que nous, depuis 5 mois, on ne peut pas faire une interview, pas faire une rencontre sans être obligé de parler de ce sujet. Et évidemment, comme on n'est pas tous d'accord, pas qu'aux Insoumis, partout, tout le monde a des avis différents, ce qui n'est pas plus mal parce que ça fait réfléchir, eh bien, en quelque sorte, on a beaucoup parlé contre nous-mêmes. Donc moi, voilà ce que j'ai à dire sur ce sujet. Il a été puni, nous avons été punis, alors même qu'on avait pris les décisions. Maintenant, on applique les décisions qu'on a prises, et c'est bien. Et ça suffit. Et c'est bien, et il peut reprendre une activité politique normale. À mon avis, il faudra qu'il regagne ses galons, hein. Ça c'est clair, il le sait, hein. Il le sait. Mais moi, je n'en dirai pas plus, je ne veux pas rendre la tâche plus compliquée à Mathilde Panot et aux autres camarades. Ils ont discuté pendant des heures avant de se mettre d'accord. Donc, puisqu'ils se sont mis d'accord, tenons-nous-en à ce qu'ils ont dit et respectons leurs décisions. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon, de nous avoir accordé, cette interview. Merci aussi aux équipes de Guyane la Première, aux équipes techniques et de production, aux équipes éditoriales qui nous ont permis encore une fois de faire cette émission ici. Merci aux équipes de France Télévisions. Et puis dans un instant, merci à la Guyane qui nous a accueillis. Et dans un instant, vous trouvez le tout premier numéro de Sur la ligne. Très belle soirée.